Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de Crypto Hebdo. Voilà, je voulais un début un peu solennel. Comment ça va, Flo? Ça va et toi? Ouais. Merci de m'accueillir dans Crypto Hebdo. Bah attends. J'ai pas l'habitude. Ouais, bah en fait, hein, c'est sur la même chaîne, hein, vous le savez, il y a plusieurs programmes. C'est vrai que la dernière fois que les gens t'ont vu, c'était sur le 20X Challenge. Mhm. En même temps, les gens te connaissent bien. D'ailleurs, sur le Telegram, j'ai écrit qu'on faisait la vidéo aujourd'hui. Ah Je ok. ferai peut-être tout à l'heure un petit behind the scene. Et j'ai dit que j'enregistrais avec toi. Donc peut-être certaines personnes qui nous suivent et qui sont fidèles à la chaîne s'attendent donc à te voir aujourd'hui. Alors, bah, c'est bien si tu vas bien parce que le marché, lui, il va pas très bien. C'est ce que j'ai cru voir. C'est la moindre des choses. En fait, tu as dû voir quand même ton portefeuille descendre comme Justement, nous j'essaie tous, de hein. pas trop regarder. Ouais, la technique De l'autruche. de, de l'autruche, effectivement, qu'on a tous un petit peu exercé ces derniers temps. Alors, pourquoi je dis le dernier épisode? Parce que je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, donc déjà vous l'aviez remarqué, je refais un petit wrap-up là, parce que je publie moins de vidéos qu'avant. J'ai effectivement réduit la régularité des vidéos, j'en faisais une chaque semaine. En fait, je peux plus appeler le show Crypto Hebdo, clairement. C'est plutôt Crypto Monthly ou quelque chose comme ça. Ça sonne juste moins bien. Et fait que c'est ça, dans le fond, je suis un peu en reconversion de carrière. Et c'est vrai que je voulais pas créer du contenu pour faire le contenu. C'est un peu quelque chose que je reproche d'ailleurs. C'est vrai qu'en crypto, ça va tellement vite, les news, etc. On le voit aujourd'hui quand il n'y a rien à dire. Les gens se forcent un peu à créer du contenu. Et je trouve que ça crée un genre de noise, une pollution. On ne sait plus trop quoi regarder. Puis le but, c'est pas non plus effectivement de noyer les gens dans l'information. Donc c'est pour ça aussi que j'avais réduit les vidéos parce que je trouvais qu'il n'y avait pas tant de choses que ça à dire. Et puis de temps en temps, je faisais des mises à jour sur le Telegram ou sur X pour ceux qui me suivent aussi sur ces plateformes-là, parce que ça me permettait d'être un peu plus réactif par rapport à l'actualité. Et puis sur les vidéos YouTube, donc la dernière que j'ai fait, j'y arrive, si je vous avais dit que la prochaine vidéo, ça sera le moment où je serai sorti du marché. Donc je vous l'annonce, je suis sorti du marché. Alors on va y revenir concrètement, comment je suis sorti, quelle est ma stratégie, est-ce que je pense que c'est complètement terminé. On va revenir aussi sur les points forts du cycle et sur aussi notre vision un petit peu de ce qui s'en vient. Est-ce que ça nous a complètement dégoûté, on ne veut plus jamais toucher à la crypto? Est-ce que on se préparerait autrement si les choses étaient à refaire? Et puis du coup, si on croit au cycle et on pense qu'éventuellement un jour le marché reprendra des couleurs, comment éventuellement on pourrait se positionner. Encore une fois, tout ça n'est pas du tout un conseil en investissement, clairement. Au vu des performances qu'on a fait, je pense qu'on est très très mal placé. Mais voilà, c'est pour le plaisir de parler et surtout de boucler la boucle. C'est-à-dire que je voulais vraiment mettre un point d'honneur à communiquer là-dessus, de ne pas disparaître dans la nature parce que les choses ne vont pas bien. C'est pour ça aussi que c'était important pour moi de temps en temps de faire des vidéos pour dire je suis toujours là, je suis dans le même bain que tout le monde. Et ça n'a pas été un cycle facile, clairement. Tu vas aussi nous dire, Flo, comment tu l'as vécu. Et je voulais que tu sois là parce que ça va être juste plus agréable. Et aussi, tu vas pouvoir donner ton point de vue, comment toi tu l'as vécu pour quelqu'un. Si on reprend un peu l'image du Tony X Challenge, quelqu'un qui était moins, on va dire, plongé dans la crypto, qui suivait ça un peu plus d'un œil. Ouais, on va dire que je Comment suis tu as vraiment vécu? le profil diversifié par excellence. C'est pas ma spécialité. J'y connais pas grand chose par rapport à toi dans ce milieu-là, dans cette classe d'actifs. Je m'y intéresse quand même un minimum, mais c'est pas le truc que je vais pas regarder tous les jours les bougies des différentes cryptos, des différents projets. Donc moi, je regarde ça un peu alors, pas d'un œil extérieur parce que je suis un peu dedans quand même, mais avec détachement et je m'implique pas tellement dans ce truc-là. J'investis de temps en temps, mais c'est tout quoi. Ça s'arrête là. Parfait. Bon, bah, c'est good. Puis je pense que de toute manière, ton profil ressemble, à mon avis, au profil de plusieurs personnes qui nous écoutent. Donc c'est parfait. Ça va vous donner différents points de vue sur la situation. Euh, bon, on attaque. J'ai l'ordinateur. Ça va être simplement pour vous montrer rapidement les graphiques, hein, parce que c'est un petit peu quand même l'objectif de la chaîne, de vous montrer graphiquement ce qui se passe. Alors, bon, avant de revenir, après on va revenir sur le cycle, etc. Mais il y a plein de choses en fait qui peuvent faire penser que le cycle n'est pas fini. Je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui sont piégés ou qui refusent de sortir. On a toujours peur de vendre le bottom. Mhm. C'est difficile de vendre maintenant sur une bougie rouge comme ça, tu vois, quand Bitcoin est rendu à 83 000, alors qu'il y a 3 semaines à peine, on était à 112 000. Je comprends que c'est pas évident. Ouais. Donc moi, le signal qui m'a fait sortir vraiment le moment, déjà, il y a l'histoire des cycles. Alors,
On ne sait plus trop quoi croire à ce niveau-là. Je ne sais pas si toi tu crois encore au cycle, Flo. Les cycles de 4 ans, je parle. Y croire, c'est un grand mot. J'ai compris au fur et à mesure qu'il y avait des bear markets, des bull runs, voilà, des moments ascendants, descendants et tout. Maintenant, de ce que j'ai entendu un peu partout, parce que j'essaie de regarder un petit peu des vidéos à ce sujet, les gens disent qu'il y aura de moins en moins de cycles aussi énormes que ce qu'on a pu avoir par le passé et que tout va un peu se contracter, s'atténuer. Donc, je sais pas quoi très bon, je sais pas quoi croire exactement. Oui, je pense que là, on va être dans une phase descendante un certain temps, mais en fait, peut-être qu'avec des éléments économiques, politiques, enfin macro en règle générale, peut-être qu'on va avoir un rebond inespéré à un moment donné, je sais pas. Ouais. Mais c'est la difficulté, en vrai. On n'est pas des gens avec des boules de cristal, on va pas, on va même pas savoir vous dire oui ou non, ça va descendre pendant 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, ou même plus, ou alors ça va rebondir dans 3 heures, tu vois. Ouais. J'en sais rien. En fait, on va tout simplement appliquer des principes de gestion du risque. Je sais que ça paraît fou de parler de gestion du risque quand on est all-in sur des cryptos, mais ça reste vrai malgré tout. C'est-à-dire qu'en fonction de notre horizon de temps, vraiment, je repars de la base. En fait, c'est quoi votre profil d'investisseur? C'est quoi votre horizon de temps? Quelqu'un qui dit, moi, je fais un petit DCA sur Bitcoin, Ethereum, Solana, je dis n'importe quoi, 50 balles par semaine pour les 20 prochaines années. Clairement, bravo à toi. Tu peux regarder la vidéo pour le plaisir, nous mettre un petit like, un commentaire, ça fait, on va être super content. Mais bravo en vrai, de tout faire ce qu'on ça va déjà. dire, tu vois, tout ce qu'on va dire, à la limite, tu vas peut-être avoir envie de grossir un peu ton DCA là dans les prochaines semaines, prochains mois, si vraiment on a des prix attractifs, mais ça te concerne moins, mettons. Quelqu'un qui time plutôt les cycles, ce qui moi était mon cas, donc je faisais ce que j'appelais de l'investissement intracycle, où j'ai pas envie d'être exposé pendant le bear market, j'ai envie d'être full exposé en bull run, bien sûr, et puis en plus au sein du bull run, je faisais pas juste garder mes positions du début à la fin, ce qui peut-être d'ailleurs aurait été plus payant, mais j'essaye de timer un peu les narratives, etc. Et on reviendra sur les narratifs, il y en a eu beaucoup sur ce cycle-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont complètement dépassés, je pense. Et par rapport à ce que tu disais, c'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, les cycles ont été timés sur le halving, donc qui donnait un peu cette cadence. Et comme Bitcoin, c'est un peu le roi de Bitcoin, finalement, la liquidité ensuite allait dans Ethereum, et puis après dans tout l'écosystème de la blockchain, etc. C'est vrai que c'est lui qui donnait le là, on va dire. Mais après, c'est vrai que de plus en plus, on le sait maintenant, il y a les ETF Bitcoin, hein, on reviendra là-dessus parce que ça a été une des grosses news de ce cycle-là. Et donc on parle de l'institutionnalisation de la crypto-monnaie, on le voit, BlackRock est dans la game, les gouvernements achètent du Bitcoin, et puis plein d'entreprises qui commencent à investir aussi dans cette technologie-là. Donc l'afflux de liquidité fait que, effectivement, le marché crypto, peut-être qu'on est en train de quitter la phase d'adolescence et on s'en va peut-être vers un jeune adulte qui maintenant va fonctionner différemment et on aura toujours bien sûr des bull markets, des bear markets, c'est le concept du capitalisme et du marché. Il y a des phases d'euphorie et des phases de peur, mais on aura peut-être moins ces cycles marqués comme on les avait, 2-4 ans pile avec un an de bear market, où on pouvait vraiment timer, ça a très bien marché pendant 3 cycles. Est-ce que ça va continuer de marcher, sachant que là, on pourrait avoir une baisse des taux d'intérêt qui se poursuivent, on pourrait, ça a déjà commencé à réinjecter de la liquidité. En fait, de plus en plus de gens disent c'est con en fait de regarder un cycle de 4 ans, je vais dire 4 heures, un cycle de 4 ans avec des lunettes sans se dire qu'il n'y a rien d'autre, alors que finalement c'est plutôt la liquidité qui va driver finalement les mouvements sur le marché. Alors moi je me situe un peu entre les deux au niveau de cette vision-là, c'est-à-dire que un peu comme dans une tendance haussière, je me dis que tant que la tendance n'est pas invalidée, j'ai pas de raison de la remettre en question à chaque fois. De la même façon que tous les gens pendant 6 mois ont à chaque fois vendu les tops parce qu'ils se disaient c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est pas le but d'anticiper, c'est pas ça notre job. Notre job c'est vraiment de suivre une tendance aussi longtemps qu'elle se poursuit. De la même façon, je me dis pour l'instant, la théorie des cycles n'a pas été invalidée, donc je vais continuer d'y croire. Si à un moment donné, et ça m'empêche pas d'être prudent, comme je disais tout à l'heure en étant sorti, etc. Mais si j'ai des éléments qui me montrent que ce n'est plus valable, à ce moment-là, je serai prêt à adapter ma stratégie en fonction. Donc moi, c'est un peu ma vision à ce niveau-là. Toi, tu étais plutôt sur du long terme de toute façon dans tes investissements crypto. Ouais, complètement. Tu vois, je vais pas forcément vouloir timer le marché, quoi que ce soit. S'il y a une baisse et que je suis pas sorti ou que j'ai pas forcément envie de sortir, le but c'est limite de renforcer un DCA ou de remettre des positions quand limite.
alors, je sais qu'il y a l'histoire de pas rattraper un couteau qui tombe, etc. Mais à un moment donné, je me dis, hein, je vais me mettre un palier, puis je vais me dire, bon, bah, à ce montant-là, par exemple, pour le Bitcoin, bah, je vais reprendre des positions, tu vois. Ah bah, il y a un coup à Euh, faire, hein, c'est sûr. Hein. Parce que je me dis, bah, c'est peut-être une opportunité où, ben, à ce prix-là, c'est une bonne affaire pour le futur. Tu Donc, penses à quel prix, par exemple, tu avais je sais regardé pas, ou mais pas là, tu du vois, tout? typiquement, là, on est en train de redescendre à 80, On est 85, à un truc comme ça. 83 000 ouais, en ce moment. Ouais, donc bah, peut-être qu'à 80, je me dis, ok, bah là, à ce moment-là, c'est peut-être intéressant. Tu sais, on sait que là, au plus haut, il est pareil, il est monté à quoi? 120, 120, 130, un truc comme 126 000, ça. ouais. Ouais. Ben, par rapport à ce prix-là, si j'imagine que dans quelques années, il remonte à ce niveau-là, voire même il le surpasse, bon, bah, ça reste que c'est une position intéressante d'avoir prise à ce moment-là, tu vois. Ouais, tout à fait. Maintenant, effectivement, il peut redescendre à 50 000, 40 000, je sais pas jusqu'où il peut, bah, peut-être jusqu'à zéro, j'en sais rien. Là, ça sera du coup une très mauvaise position que j'aurais prise, mais peut-être pas aussi, peut-être qu'il va pas aller jusqu'à ces niveaux-là. Donc, Ouais, tu sais, au bout d'un moment, il faut prendre, tu prends une décision d'investissement et puis tout tu à t'y fait. tiens et c'est comme ça en fait. Qui est cohérente par rapport à Ouais. ton horizon de temps. Alors là, je montre le graphique rapidement. Alors, Après, je rappelle aussi, ouais, attention, quand je disais diversifié, que je suis diversifié, ça représente une partie minime de ton portefeuille. mon portefeuille, enfin de mon portefeuille, de mes classes d'actifs, enfin de mes investissements. Donc, oui, ça m'embêterait. Oui, je perdrais de l'argent. Je ne serais pas sur la paille si je perds cet argent-là. C'est aussi ça qu'il faut préciser. Je ne suis pas 100% Non, comme non, non. certains en On ne les crypto. Tu nommera vois ce pas que je dans veux cette dire? vidéo, mais on n'est que deux, fait que Voilà. je pense que les gens vont comprendre. Mais oui, effectivement, parce que tu as respecté la règle d'or, la diversification. J'essaye. Donc, d'ailleurs, je pense que c'est... mais là, je fais trop de parenthèses, mais je vais quand même la faire. Mais je pense que c'est ce qui a fait le plus mal, en fait, ces derniers temps. C'est qu'on est... Je pense qu'on était nombreux à avoir investi dans les altcoins, même pas Bitcoin, Ah oui. en se disant c'est là qu'il y a de l'argent à faire, parce que c'est le marché qui nous avait donné, qui nous avait régalé dans les derniers cycles, 2017, 2021, etc. Et c'est vrai que là, on a vu tout le monde faire de l'argent, mais littéralement tout le monde, les gens qui étaient sur l'or, les gens qui étaient sur les actions, même les small caps aux États-Unis, on a eu des choses complètement incroyables. Le Bitcoin, incroyable. En fait, il y a juste nos altcoins qui se sont fait défoncer, à part quelques-unes. On y reviendra. Mais je pense que c'est pour ça que c'est un peu l'effet qui se coule, c'est que non seulement on descend, mais en plus tous les autres montent. Donc on a l'impression d'avoir pris la quenelle du siècle, quoi. Ce qui est carrément le cas, factuellement. Donc difficile, hein, je compatis. Comme je vous dis, moi je suis dans le même bateau que vous. Ça n'a pas été forcément évident. Et je trouve ça ouais. cool aussi, entre parenthèses, de faire ce genre d'épisode. Alors même si du coup l'humeur est moins bonne, etc. globalement, mais c'est pas grave. De montrer qu'il n'y a pas que la réussite sur les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas que des gens qui font des millions et qui réussissent avec une baguette magique, ils investissent, puis de la première fois, ils font des millions. La majorité des gens sont comme nous, c'est-à-dire que tu mets de l'argent, bah, au final, tu l'as peut-être pas retrouvé ou tu t'en as perdu, et puis il va falloir que tu attendes encore quelques années avant de performer. Donc, je trouve ça quand même honnête et humble d'avouer ce genre de truc. Il y a peu de gens qui le font sur les réseaux quand même. Ouais, tout à fait. Ben, écoute, merci Flo de le souligner. Effectivement, moi, je l'ai toujours dit, c'est l'objectif de la chaîne d'être le plus transparent, le plus honnête. L'idée, c'est de documenter. Puis, c'est pas comme un jeu qui termine à un moment donné. Je pense qu'il faut vous rappeler, même si là, votre cycle, vous l'avez raté, entre guillemets, c'est pas la fin. C'est vraiment pas la fin. Je sais pas quel âge vous avez, etc. Votre situation, je donne un conseil très général, mais imaginez-vous que c'est comme une aventure en fait. Tu veux pas que le jeu s'arrête. Et il va y avoir d'autres opportunités. Moi, je suis convaincu que le marché nous donne des opportunités, mais à l'infini quasiment. Hier, c'était sur les cryptos. Demain, ça sera sur l'intelligence artificielle, j'en sais rien. Il y aura toujours l'opportunité de pouvoir regagner de l'argent et de pouvoir croître, on va dire, dans ses connaissances et dans son patrimoine. Le plus important, c'est de tirer les bonnes leçons des erreurs que vous avez pu commettre. Moi, j'ai commis d'autres erreurs, pas les mêmes que le premier cycle, donc je vois qu'il y a du progrès. J'ai commis d'autres erreurs, donc voilà, le prochain cycle, je ferai ça différemment. Et voilà, c'est aussi ça qu'on veut vous partager sur la chaîne, pour que si certaines erreurs qu'on a commises que vous n'avez pas commis, bah, tant mieux, prenez des notes et ça vous évitera peut-être Est-ce que je peux me permettre dès maintenant de te demander les erreurs que tu as faites sur ce cycle? Tout de suite, allez. Ouais, bah non, attends, je vais te le dire un peu après. Okay. Je vais teaser. Non, parce que je vais montrer le graphique là, parce que tout à l'heure on parlait des niveaux intéressants, donc je vous le montre graphiquement encore une fois, parce que sur la chaîne j'essaie de vous initier un petit peu à l'analyse technique. Là, pour moi, il y a un niveau qui est très évident. Je me suis mis d'ailleurs une alerte. C'est aux environs des, on va dire, 65 000 $. Pourquoi ? Parce que c'est un niveau, on voit qu'on était venu chercher en mars 2024.
Ensuite, on avait eu une correction latérale tout l'été, vous vous rappelez de l'été 2024, avant que ça reparte, et puis là on s'envole à 100 000 $. Et c'est aussi, ça correspond au plus haut du cycle précédent, où on avait fait le double top. Donc là, vous le voyez, normalement, si j'ai fait le montage correctement, vous le voyez devant vous. Donc on le voit ici, ça coïncide également avec la weekly 200, qui est un niveau qui est surveillé concrètement tant qu'on est au-dessus. Sur du très long terme, on est haussier. Ça avait été le signal pour ceux qui étaient rentrés en 2023, mars 2023. C'est la cassure au-dessus de cette moyenne mobile. Et ensuite, on était venu rebondir une fois, deux fois dessus. Et après, là, tout le cycle s'était enclenché. C'est un peu le même principe. Donc là, est-ce qu'on peut casser en dessous? Oui, effectivement. On peut redescendre, peut-être descendre à 50, 45 000. Mais ça va être un niveau où forcément, il y aura de la réaction. Moi, je pense qu'on peut avoir un rebond. Et je pense que je vais essayer de jouer le rebond, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais là, ça, c'est des niveaux à surveiller. Je parle de Bitcoin. Sur les altcoins aussi, vous allez avoir des niveaux à surveiller. Donc voilà pour ça. Alors techniquement, qu'est-ce qui nous fait dire que effectivement le cycle termine? Et là, j'y reviens. Alors je parlais des cycles tout à l'heure. On est, si on croit encore à ces cycles de 4 ans, à la fin. Ça devait être là mi-novembre. Donc, d'un point de vue temporel, c'est fait. D'un point de vue technique, on le voit ici sur le RSI. Ça avait été noté par plusieurs personnes, mais effectivement, on est sur une divergence, c'est-à-dire que à 3 reprises, finalement, Bitcoin a fait des plus hauts, mais on voit que le RSI descend, ce qui veut dire que le mouvement s'affaiblit tout simplement. On le voit aussi au niveau des volumes. Si on surveille ça, effectivement, on sentait que Bitcoin perdait de sa force. À chaque fois qu'il montait, le mouvement s'essoufflait, un petit peu comme une fusée qui arrive comme ça, et à un moment donné, elle ralentit, et puis hop, elle va inverser sa courbe et redescendre. Si on regardait les canaux long terme, là je ne les ai pas tracés donc je ne vais pas le faire maintenant, mais on arrivait aussi sur le haut d'un canal, très long terme. Donc forcément, les gens qui vont arbitrer vont avoir tendance plutôt à prendre des profits qu'à renforcer leur position. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là, techniquement et temporellement, on arrive sur la fin du cycle. On a eu aussi, et ça c'est super important, je le montre ici, le passage à nouveau sous la moyenne mobile 200. On est venu rebondir, mais cette fois, on n'a pas réussi à repasser au-dessus, ce qu'on avait réussi jusqu'à maintenant. Et ensuite, on a enfoncé non seulement les 100 000 $, mais en plus, si on regarde en weekly, j'aime bien regarder weekly, ça donne vraiment la vision long terme. Rappelez-vous que plus l'unité de temps est longue et plus le signal a de l'importance et de la valeur. Et vous le voyez ici, la weekly, on a clôturé en dessous. Et pour moi, ça a été le signal où j'ai dit c'est terminé. Je ne peux plus y croire en fait. Pourtant, je suis un éternel optimiste, mais là, je ne pouvais plus y croire. En tout cas, à court, moyen terme, c'était sûr que le marché avait besoin de cracher. Si là, entre guillemets, pour moi, on était sur un 50-50 au niveau de la chance. Donc 50-50, on n'a pas des odds très favorables, donc c'est pour ça que j'ai préféré sortir. Là, si cette semaine clôture dans le rouge, pour l'instant c'est le cas, mais on est juste vendredi. On est vendredi, ouais. Donc à moins que ce week-end il se passe une dinguerie, a priori on va clôturer dans le rouge. Et donc là, je pense qu'on est plutôt, franchement je sors les statistiques de mon chapeau, mais je pense qu'on n'est pas loin de 80% de chances que ça soit au moins encore une fois à court moyen terme ce qu'on appellerait une fin de cycle. Ce qui m'embête par contre, je vais vous le montrer. Si on va sur CoinGlass, je vous l'avais déjà montré sur la chaîne, vous avez un endroit où vous faites marcher et là vous avez Bull Market Peak Indicator. Je pense que je t'en avais déjà parlé. Alors qu'est-ce que ça nous dit si on regarde les indicateurs qui jusque-là nous avaient dit c'est la fin du cycle effectivement, on peut le dire là techniquement. Et bien sur les 30 indicateurs qui ont été extrêmement fiables depuis le début de la vie de Bitcoin, il n'y en a aucun qui a déclenché. Même pas un ou deux là. Aucun. Donc là, on le voit. Je te montre. On est à hold 100%. C'est sûr qu'il marche encore ton site là? Ouais, il est à jour et tout, je vais vérifier. Alors là, on parle pour Bitcoin. Forcément, les altcoins, c'est un peu différent, mais malgré tout, ça donne on va dire, le pouls du marché. Ça, ce serait quand même une première qu'on n'a pas un seul des 30 indicateurs qui, par le passé, ont été fiables et qui nous ont dit attention les gars, là ça surchauffe un peu. Donc ce qui veut dire que malgré que Bitcoin a eu un cycle assez incroyable par rapport aux altcoins, il est jamais vraiment rentré en surchauffe. Alors est-ce que c'est parce que l'institutionnalisation et tout a changé, on peut plus regarder les mêmes paramètres? Peut-être, c'est la grande question, mais c'est quand même à noter et je pense que c'est une des raisons principales pourquoi moi en tout cas je suis resté optimiste jusqu'au bout.
et pourquoi certains d'entre vous peut-être sont encore dans les marchés en se disant c'est pas terminé. Donc là j'injecte un petit peu d'opium dans vos veines pour que ça aille mieux, mais effectivement c'est mitigé. C'est mitigé là-dessus. Donc voilà, c'est juste le point technique que je voulais vous partager avec ça. On reviendra peut-être sur l'écran tout à l'heure si j'ai des charts à vous montrer. Mais c'était un peu ça que je voulais vous montrer avant de rentrer plus dans finalement la discussion de comment on a vécu le cycle, etc. Mhm. Mais qu'est-ce que tu en penses déjà quand je te dis ça est-ce que ça te choque? Est-ce que pour toi ça semble normal que les choses évoluent et que effectivement les indicateurs qui ont marché un jour c'est pas une garantie qu'ils fonctionnent toujours ou quoi que ce soit? Ouais, non, je pense que ça peut pas forcément toujours être valable. Et si c'était aussi facile que de regarder ça pour prendre une bonne décision puis en fait connaître l'avenir, ça se saurait, je Ça pense. serait trop facile. Ce Hein. serait trop facile. Bon, en l'occurrence, ça marche pas, j'en sais rien, tu vois. Mais je vais vraiment pas me baser sur ces trucs-là pour. Ah ouais, toi tu les as même pas regardés. Oh, Zéro. J'ai jamais regardé ce site, à part quand tu me l'as montré. Est-ce que tu peut-être. regardes un peu sur les réseaux sociaux, un peu le mood des gens Non. ou toi dans le fond tu juste achètes tes projets que t'aimes bien et tu les gardes? Ouais, En gros, t'as vrai. la meilleure stratégie quoi. Non, mais Prends pas la tête. pendant un temps, oui, je regardais des vidéos, des mecs qui toutes les semaines te faisaient un point sur le marché, pas Crypto Hebdo, hein. Enfin Non. ça je regardais, c'était très bon Pour d'autres contenu, mais raisons. d'autres types de vidéos, et au bout d'un moment ça m'a saoulé parce que les mecs ils en savent pas plus que toi. Non. Ils te font croire tout et n'importe quoi, enfin ça me servait à rien en fait, c'est du bruit dans ma vie de tous les jours, et au final Ouais. soit si je prends pas en compte leur truc, ça me servait à rien de regarder. Si je le prends en compte et que je fais une erreur, bon je pourrais m'en prendre que moi-même dans tous les cas. Donc voilà, au final, autant que je gagne du temps et que je le fasse moi-même quand j'ai envie, comme je le pense. Je fais mes recherches si j'ai besoin, mais c'est tout quoi. Ouais. Donc j'ai vraiment essayé de prendre du détachement par rapport à ça, d'éviter d'être dans l'euphorie, dans la hype de différents projets, des narratives, je cherchais le mot. Quand tu me dis, oh, il y a telle narrative, ça va exploser, nan, 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 j'en sais rien. Franchement, le temps que j'arrive à la comprendre, ça sera passé. Donc, tu vois, j'essaie de faire avec ce que j'ai, le temps que j'ai, l'argent que je peux mettre aussi, que j'ai envie de mettre. Et puis voilà quoi. Donc, vraiment, détachement, c'était le mot de ce cycle-là. Et puis, si je performe, tant mieux. Si je performe pas, tant pis, j'aurais plus qu'à attendre encore quelques années. Et puis voilà. Ouais. Bah, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent dans cet écosystème et vu que c'est, je sais plus si on peut dire nouveau, mais c'est encore un peu relativement différent du marché traditionnel. On n'a pas les mêmes garanties, les mêmes sécurités. Ça va tellement vite en fait qu'on est un peu overwhelmed même quand on est dans la game honnêtement. Puis moi, je suis sur une base très 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 régulière et même là, il y a encore plein de choses que je maîtrise pas. Je pense que c'est important très vite de délimiter le périmètre de ses connaissances, de dire ça, je connais, je comprends, je suis à l'aise avec ça. Et puis ça, je comprends pas, puis je vais pas m'amuser avec. Ouais. Par exemple, moi, je me suis pas trop amusé dans tout ce qui est finance décentralisée. Je sais que François, mon petit frère, lui, il est à fond là-dedans. Mhm. Moi, je suis resté sur les exchanges. Je suis resté sur des tokens qui étaient listés au moins sur plusieurs exchanges. Je me suis mis un peu comme ça des règles. Parce que moi, ce que je joue, mon edge, je pense, c'est sur l'analyse technique, c'est sur capter un petit peu le mood. Alors, de suivre quelques personnes, ça peut être dangereux, effectivement. Surtout quand tu suis des personnes que tu respectes, que tu vois que leur choix était pas leur choix, mais plusieurs fois, ils ont eu raison, on va dire. Et puis là, deux des personnes que tu admirais, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais qui d'un coup se mettent à dire des choses différentes, bah toi, tu te retrouves un peu coincé. Mhm. Et en fait, tu sais plus trop quoi penser toi-même. Et je pense que le plus, peut-être, une des clés du succès, à mon avis, en investissement, c'est d'avoir une foi inébranlable en tes investissements. Parce que si tu empruntes, et ça c'est une expression, si tu empruntes des convictions à quelqu'un, tu n'arriveras pas à les tenir. Un marché comme aujourd'hui, quelqu'un qui est vraiment campé sur une altcoin, mais il a fait ses recherches, il connaît l'équipe, il y croit, il a investi dans le projet. Je pense à mon petit frère, par exemple, qui investit dans un low cap. Honnêtement, s'il n'avait pas fait ses recherches comme ça, je pense qu'il serait pas bien en ce moment. Mais il y croit tellement qu'il est comme, ok, bon, bah, le marché n'est pas prêt à me donner raison. Un jour, le marché reviendra pour avoir le potentiel que moi j'y vois. Je continue de DCA, j'y crois, etc. Mais si moi, par exemple, je sais qu'il a voulu que j'investisse dans ce projet, j'ai pas fait ses devoirs que lui il a fait. Je savais que si je faisais ça, juste parce que c'est mon petit frère, je lui fais confiance, j'aurais pas été capable de tenir la position si aujourd'hui il fait moins 20% par exemple. Clairement, j'aurais pas été capable. Par contre, quand j'ai acheté mes projets après mes recherches, même si je me mangeais des fois
bien plus que des moins 20, j'étais capable de tenir et souvent ça m'a permis de pas vendre à la perte et être capable de, surtout en crypto, c'est qu'on peut avoir des baisses qui sont presque orchestrées par les market makers et si tu as fait du levier déjà, c'est terminé. Et si tu es en spot mais que tu as des convictions qui sont faibles, tu tiendras jamais. Donc ça, c'est vraiment un truc, je pense qu'on peut... un takeaway pour cet épisode. Et puis là, ça concerne vraiment l'investissement en général. Si vous investissez, par exemple, je sais pas, dans Nvidia, achetez pas Nvidia parce que tout le monde vous dit que c'est bien. Parce que si demain Nvidia corrige et perd moins 50%, est-ce que vous allez être à l'aise d'avoir du Nvidia? Par contre, quelqu'un qui est dans la technologie, qui croit à l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui le passionne, à la limite, tu vois, qui l'émerveille, il comprend la position concurrentielle de Nvidia par rapport aux autres, etc. Bon, cette personne-là pourra tenir à moins 50% et à la limite, il va être comme un fou, il va réinvestir encore plus, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un petit point comme ça en passant. Alors, si on on va y arriver, je sais pas combien de temps l'épisode va passer. C'est pas grave, c'est le dernier. Hein, donc, c'est ça. T'avais prévu l'après-midi, Flo? Oui. Donc effectivement, moi ce que j'avais noté, et peut-être c'est la chose qui tout de suite aurait dû nous dire ce cycle va être complètement différent. Vous vous en rappelez, on en avait parlé sur la chaîne, le Bitcoin a eu en fait un ATH avant son halving. Et ça historiquement, c'était jamais arrivé, c'était toujours post-halving. Donc je vous rappelle, halving, c'est quand on a la rémunération des mineurs de Bitcoin qui est divisée par 2, ça arrive une fois tous les 4 ans, comme je le disais. Et donc, suite à ça, eh bien, ça crée un débalancement entre l'offre et la demande. Et c'était, en tout cas jusqu'à maintenant, après le halving, que Bitcoin faisait un nouveau plus haut. En sortant donc du bear market, il remontait, clac, il faisait un plus haut. Là, on a eu, tu t'en rappelles, hein, je pense qu'on avait fait un épisode d'ailleurs à ce moment-là, pour dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Bitcoin vient de faire un plus haut, l'halving n'est même pas passé. Ouais. Est-ce qu'on va avoir un bull run éclair, un bull run de voilà. fou? C'est ce que tu disais. Et moi, ça a été ma plus grosse erreur, je l'assume complètement. En fait, je disais, ça va pour moi être un cycle éclair, on va tous s'attendre à ce que ça dure 4 ans, et ça va durer 2 secondes. Alors, là où j'avais raison, c'est que si j'étais sorti après 1 an, j'aurais fait plus d'argent qu'en tenant 4 ans. Donc d'une certaine façon, la plus-value pour moi, elle s'est fait surtout au début. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, j'avais raison. Maintenant, là où j'avais vraiment tort, c'est qu'en fait, où le cycle, il est resté dans les clous, s'il vient de terminer là, comme on en a discuté tout à l'heure, ou alors le cycle n'est pas terminé. Comme je disais, il y a encore des raisons de penser que c'est pas la fin, et à ce moment-là, on aura le plus long cycle qu'on n'a jamais eu depuis le début. Donc c'est pas évident. Allez, encore une fois, avoue-le, à combien de pourcents t'es confiant de ce scénario? Que le cycle n'est pas fini? Ouais. De moins en moins. Je dirais, je garde un 30%. Ok. Je garde quand même un petit 30%. Moi, je pense, puis j'y reviendrai tout à l'heure peut-être, mais si je dois tout de suite là, le dire pour ceux qui n'ont pas 1 heure devant eux qui veulent arrêter l'épisode ici, moi j'ai l'impression que pour la fin de l'année, là c'est mort. On va peut-être latéraliser un peu, on va peut-être avoir des petits rebonds, mais globalement les gens vont vendre. Et d'ailleurs, j'ai peur je pense qu'on va avoir un moment donné de remontée parce que les altcoins, on est en extrême peur, etc. On est à 15. À un moment donné, techniquement, le marché doit rebondir. Je ne sais pas quand, encore une fois, on peut descendre pendant 2 semaines encore. Mais j'ai peur de la descente après ce rebond-là. Parce qu'à mon avis, là, on est descendu assez que les gens vont se dire prochain rebond, je dégage. Je décoalise en bon québécois. Et donc, la bougie verte qu'il va avoir, là, watch out les gens qui vont sortir. Et d'après moi, derrière, c'est là que ça va dropper, mais violemment de chez violemment. Donc, pour ceux qui veulent jouer le rebond, il faudra être extrêmement prudent et pas trop gourmand sur le retour. Je ne garantis pas qu'on puisse remonter sur des plus hauts ou même des niveaux importants. Bah, surtout sur les altcoins, oublie. Hein, et sur les altcoins, ça va être assez compliqué. Je pense qu'il y a peut-être quelques altcoins qui pourront peut-être faire un x2. Tu vois, ça serait pas choquant. Tout à l'heure, je remontrerai les graphiques. Et d'ailleurs, c'est fou parce que juste avant, donc c'était quoi, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus déjà, mais on a eu Filecoin, je sais pas si tu avais suivi, qui a fait genre 140% en 2 jours. Moi, j'ai cru à ce moment-là que ça y est, la all season partait, quoi. Et en fait, non, c'était le piège et bull trap et tout le monde passe à la casserole. Donc, je pense par contre que on pourrait avoir un rebond significatif au Q1. Moi, j'imagine quelque chose en février-mars, mais là encore, hein, j'ai sorti ma boule de cristal pour vous dire ça. Mais je vois bien un genre de rebond février-mars qui correspondrait au niveau macro à « Ok, on est passé sur une nouvelle année, est-ce que la Fed va continuer de baisser un petit peu les taux d'intérêt, etc. » Et qu'à ce moment-là, on a un genre de regain, on arrivera aussi sur le mi-mandat de Trump. Généralement, les présidents, ils ont tendance à vouloir un peu donner au marché un peu des couleurs pour dire hey, « Regardez, ça se passe bien jusqu'à maintenant. » Merci Trump. Voilà. Et puis après, je pense qu'on aura une grosse descente. Et si on est effectivement entré dans le bear market au niveau du cycle, on irait jusqu'à octobre 2026.
Donc, ce serait pas, tu vois, ce serait pas déconnant d'avoir un genre de rebond février-mars. Et puis après, derrière, boum, on se prend une quenelle. Tout l'été, il se passe rien. Septembre, il se passe rien. Puis octobre, tranquillement, on voit le marché qui commence à créer son bottom et à repartir. Donc, je vois bien quelque chose comme ça au niveau du cycle. Donc, je pense qu'il y a peut-être encore un petit move à faire. Mais je pense que clairement, le plus gros du cycle est passé. Mhm. Et on arrive à la fin. Encore une fois, son gros cycle. Après, donc, moi, une des questions que j'ai, c'est quelle est la motivation des gens d'investir, surtout dans les crypto-monnaies? Est-ce que c'est pour s'enrichir vite, Clairement. avec cette espèce de, comment dire, de rêve en ayant vu plein de gens sur les réseaux devenir pas millionnaire ou multimillionnaire du jour au lendemain avec des meme coins, je sais pas quoi, Ouais. ou même des NFT à une époque, ou est-ce que c'est simplement par curiosité et peut-être juste volonté de diversifier encore plus son patrimoine? Moi personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient à ce rêve de argent rapide et facile. Mm. Et que là, il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un peu tombés de haut avec ce cycle-là, quoi. Clairement. Mais du coup, est-ce que c'est investir pour les bonnes raisons que de faire ça? Bah écoute, après chacun a ses raisons d'investir, mais tu as raison de soulever le point. Je pense que la plupart, ça dépend qui tu es. Si tu es un institutionnel, à mon avis, eux ils veulent. Bon, par rapport à Bitcoin, maintenant c'est différent parce qu'on le voit. Alors je dis pas qu'il occupe le même rôle que l'or, mais on voit quand même une certaine corrélation. On voit que le fait que le nombre de Bitcoin soit limité dans sa création et qu'on imprime toujours plus, ça devient tranquillement un hedge contre l'inflation. Et on sait que à chaque fois qu'on a énormément imprimé, Bitcoin derrière a fait un ATH. Donc je pense que les gouvernements et les institutions, eux, vont plutôt voir ce côté-là. Donc le côté dureté de la monnaie. Après, avec aujourd'hui, on le voit, la game a changé. BlackRock, qui est le plus gros fonds de gestion au monde, l'a dit, tout le monde a retourné sa veste parce qu'il y a quelques années encore, ils crachaient sur Bitcoin. Aujourd'hui, ils sont tous en train de dire que ça sera le futur de la finance. Donc BlackRock, ils avaient annoncé que d'ici 5 ans, le marché, donc le RWA, tu sais, c'est Real World Asset, en fait, c'est la fusion entre la blockchain et la finance traditionnelle. Eh bien, les assets tokenisés, en bon français, j'allais dire, eh bien, d'ici 5 ans, ça devrait complètement exploser. Et on le voit hein, de plus en plus. Aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai stacké mes USD sur mes USDC sur Binance. Et Binance, en fait, j'ai regardé, ils ont un programme où, en fait, avec les obligations du gouvernement, ils ont tokenisé ces actions, ces obligations, pardon, et ils sont capables de générer un 4% d'intérêt sur tes USDC sans que toi, tu aies besoin de rien faire, concrètement. Donc ça s'en vient. Ça existe sur l'immobilier, tu te rappelles, on avait eu un partenariat à un moment donné avec Realty, donc ils font ça, ils ont tokenisé l'immobilier. Ça, pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose qui va se démocratiser énormément parce que c'est dans la continuité de la façon dont on vit la finance aujourd'hui. On l'a vu énormément sur 2020-2021 avec toutes les retails qui ont commencé à investir facilement avec des plateformes comme Robinhood, tu vois, Coinbase, etc. Mais même Robinhood sur les actions classiques, avec le fractionnement des actions, où aujourd'hui, si une action vaut 200$, mais toi, tu n'as que 20$ à mettre, tu peux acheter un dixième d'actions, il n'y a pas de problème. Et je pense que les gens veulent gérer ça maintenant depuis leur téléphone. On le voit, c'est la fintech, toute la finance et la technologie se mergent ensemble. Et la blockchain, pour moi, c'est la suite logique à ça. Donc ça, c'est quelque chose que je vois rester. Et à mon avis, les institutionnels se positionnent à ça. Il y a peut-être quelques retails qui sont vraiment friands de technique, qui veulent trouver un peu le prochain Apple ou le prochain, en tout cas, tu vois, un truc qui va tellement monter qu'un jour on dira c'était une évidence. Je pense qu'on est quand même, moi je me mets dedans un peu, on est beaucoup là-dessus. Mhm. Et après, comme tu dis, à mon avis, la grosse majorité des retails, c'est le loto en fait. Ils viennent, ils ont entendu des histoires, des gens qui faisaient des fortunes du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis, c'est quoi, comment je peux m'en sortir en fait? La vie est tellement difficile, les maisons sont pas achetables, tout est au plus haut, SP500 machin, les investissements entre guillemets traditionnels. Donc en fait, ils disent, la crypto, c'est peut-être ma chance en fait. Sur un malentendu, je vais peut-être gagner. Et puis vu que je pars de rien, ça, je t'en avais déjà parlé, moi, c'est quelque chose qui m'avait touché en fait quand j'ai découvert ça, et on l'avait vu avec GameStop en fait, et j'ai regardé hier d'ailleurs Dumb Money. Tu l'as Ouais, je le regardé? regarde régulièrement juste pour me rappeler un petit Mhm. peu, et parce que tu vis vraiment les émotions Ouais. de avant, de quand ils gagnent, de ceux qui arrivent à cash out, de ceux qui n'y arrivent pas.
Et c'est vrai que ça te replonge dans cette époque complètement fou de la Covid où tout le monde était chez eux et tu as des gens qui disaient mais je ne vais pas m'en sortir en fait, j'ai pas le choix. En fait, fuck it, tant qu'à faire, je vais acheter un meme coin, un meme stock et puis on va mettre la pilule à la smart money. C'est littéralement ça. Ouais. Puis la smart money, en tout cas une partie de la smart money s'est fait avoir. Puis aujourd'hui, ils ont complètement changé leur vision de la dumb money. Ils la regardent plus de la même façon et ils font attention à ça. Et puis il y en a qui en profitent, qui captent les flux, etc. Donc ça, c'est surtout les exchanges, les brokers et tout. Donc c'est compliqué. Je pense qu'il y a plein de profils. Mais tu as raison. À mon avis, la crypto jusqu'à maintenant, oui, comme on dit, hein, quand ça baisse, on est tous là pour la tech. Mais en vrai, on va pas se mentir. Je pense qu'on est là aussi pour faire de l'argent rapidement. En tout cas, ceux qui rentrent là, qui sont sur leur premier ou deuxième cycle, c'est ça à mon avis. Est-ce que c'est le meilleur moyen de... Mais du coup, non. Déjà, est-ce que l'argent Ouais. rapide existe? Enfin, facile et rapide existe? Je pense pas. Et est-ce que c'est la meilleure façon de vouloir gagner de l'argent et de... Un peu, j'ai toujours l'histoire de Éric Larchevêque en tête, Ouais. où il racontait l'histoire qu'à un moment donné, il était joueur de poker et il faisait de l'argent avec ça. Et à un moment donné, il a eu cette prise de conscience de se dire, est-ce qu'un jour, je voudrais expliquer à mes enfants que papa, il est riche à cause du poker, quoi. En s'asseyant à une table à jouer aux cartes. Et du coup, il a voulu être plus entrepreneur et créer des projets pour en être fier de raconter ça, plutôt que d'avoir joué au poker, en gros. Ouais. Est-ce que on sera fier dans le futur? Papa, il a de l'argent parce qu'il il a acheté des coins virtuels, tu vois. Ouais. Bah, c'est clair. Et puis même, pour aller encore plus loin dans ton idée, c'est quand tu gagnes de l'argent comme ça sur un malentendu, en fait, entre eux, je vais dire n'importe quoi, j'ai 1000 $ de patrimoine et je passe à 100 000 ou même 1 million, vraiment sur un malentendu. Je n'ai pas l'éducation. Mentalement, je ne suis pas prêt à gérer cette somme. Je vais avoir plein de peurs ancrées que je n'ai pas vu venir qui d'un coup vont émerger. Et souvent, on le voit avec les gagnants du loto. En fait, statistiquement, on le sait que la plupart des gagnants du loto vont tout perdre après quelques années. Et encore, il y a un accompagnement qui va avec, normalement. Et ils sont accompagnés aux autres. Donc, imaginez la personne qui a acheté sur son téléphone sans même peut-être en parler à son entourage parce qu'il a peur. Ou tu sais, il voulait pas, tu vois, même certains employeurs qui pourraient avoir une vision de la crypto. Donc, clairement, moi, je pense que gagner une grosse somme sans s'être préparé, c'est compliqué. C'est compliqué à garder, on ne sait pas trop quoi en faire, etc. Donc, il y a un peu ce double effet-là, effectivement. Mais tu as raison, je pense que c'est bien de remettre la perspective, de dire, bah, le but, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est un jeu, vous voulez pas qu'il se termine, en fait. C'est comme de dire, j'ai hâte de mourir, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le but. La vie, c'est ce qui se passe entre les deux dates, tu vois. De la même façon, je pense que l'objectif, oui, on veut tous être millionnaires, et je le souhaite à tous mes auditeurs, mais c'est quoi, une fois que j'ai 1 million, c'est terminé? Non, quand tu auras 1 million, tu voudras 10 millions. Et puis si tu n'arrives pas à 1 million, bah, ta vie n'est pas moins valable. C'est surtout pourquoi faire. Et puis pourquoi faire, pourquoi tu as besoin de exactement. ce montant-là qui te fait rêver, tu vois. Voilà, est-ce que tu veux prendre ta retraite à 50 ans, à 40 ans? Est-ce que tu veux voyager comme un dingue? Est-ce que tu veux avoir une famille et pas être stressé pour eux, être capable de leur léguer un patrimoine? Et en fait, il faut plus se poser cette question de dire c'est quoi le process? Je sais que c'est bateau de dire ça, mais c'est quoi le processus? Et est-ce que je veux mettre en place un processus qui dépend finalement d'un coup de chance, ou je veux m'éduquer? Et oui, s'il y a des opportunités, je ne m'empêcherai pas de mettre une petite bille pour voir, parce que ça fait partie de la game, mais en même temps de dire je peux pas mettre toutes mes billes là-dessus, quoi. Donc non, ça je suis d'accord avec toi. Tu veux me faire dire des... Est-ce que ça t'a fait réfléchir justement à ta façon d'investir? Bien sûr. Bien sûr, on va y revenir sur les conclusions, j'ai un point là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'avais dit un truc qui était pas mal. C'est sur tes erreurs du cycle, mais ouais. Je sais pas si tu voulais y venir maintenant. On reviendra tout à l'heure là-dessus, ouais. Peut-être on peut parler un petit peu, je m'étais noté un point là, des trucs un peu dingues qui se sont passés dans ce cycle. Je sais pas si toi ce qui t'a marqué, puis moi j'ai noté 2-3 points, je suis sûr que j'en oublie. Pourtant j'ai essayé de passer comme un bon 15 minutes à me dire ok, qu'est-ce qu'on a vécu, et il y a eu tellement de folie que je suis sûr d'en avoir oublié. Mais qu'est-ce qui toi t'a marqué dans ce cycle où tu t'es dit, je sais pas, est-ce que ça peut être autant Bitcoin à 5 000 $ que un projet qu'on s'attendait pas, genre Tao? Je sais que tu étais investi sur Tao. Est-ce que l'IA et la blockchain, tu t'es dit waouh, c'était vraiment un truc de fou? Alors moi ce qui m'a marqué, et tu vas rigoler, c'est qu'on a fait un Tonix Challenge où tu as fait x67 et que tu n'es pas sorti. 64 et que tu n'es pas sorti. Ça change tout. Ça, c'est le truc le plus dingue que j'ai vu du cycle. Ah ouais, c'est vrai? Bah oui. Parce que je te dis, le reste, j'ai pas tout suivi, donc je ne saurais pas te dire les événements. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est qu'on a fait x64 sur un challenge de crypto et que tu n'as pas sorti d'argent. Ouais, t'es parti avec 1 $, c'est ça? Avec 1000. Ah merde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste, en fait, moi, je veux revenir sur ça parce que c'est beaucoup trop important. Pourquoi
Bon, ouais, T'es pas juste sorti même Fuck ne mes serait-ce Fuck que mes notes. ta mise de départ, tu vois. Qu'est-ce qui justifie le fait que tu n'as même pas osé ressortir une partie, allez, pour te faire plaisir? Ouais. Écoute, c'est très simple et en même temps très compliqué. De la même raison que je suis pas sorti massivement, je vais essayer de répondre en deux temps. C'est-à-dire que pourquoi je suis pas sorti, c'est parce qu'on était encore très tôt dans le cycle. Moi, depuis le début, j'avais une stratégie basée sur des indicateurs, comme j'en ai montré tout à l'heure quelques-uns, notamment les top indicateurs voilà, du cycle, mais il y a plein d'autres choses. Genre pour moi, Ethereum qui fait des plus hauts sur un cycle, ça me paraît pas déconnant, ce qui n'est jamais arrivé. Mhm. Solana, il aurait pu aussi, il était parti comme une balle. Bah, Solana un petit peu au-dessus de $300. Tu vois, c'était Ça envisageable. paraissait réaliste. C'était envisageable, voilà. Mhm. Il y a tellement de choses pour moi qui n'étaient pas arrivées que je me disais, je te rappelle que le bear market, je l'ai tryhard quand même. Mhm. Mais vraiment quand même malade. Parce que pour ceux qui connaissent mon histoire, j'ai tout perdu sur le premier cycle. Derrière, je me suis dit, ok, je remonte sur le ring. Je m'entraîne comme un malade mental. Tu vois, Rocky, là, avec dans la neige, là, avec Ouais. ses bûches et tout. Moi, j'ai fait ça. Et je me suis dit, c'est pas vrai que au milieu de la course, c'est comme si tu cours un marathon. Puis tu as fait tes 10 km et ça se passe bien. Même super bien, effectivement. 64 sur $1 000. Parce qu'on était au début du cycle. Quand on a lancé le défi, on est au meilleur moment. Je m'arrête après 10. C'était quoi? En vrai, ça va. 10, je kiffe, j'ai eu un beau parcours. Non, tu t'es entraîné pour le marathon, tu vas chercher le marathon. Moi, je te le dis, j'allais chercher le million. C'était mentalement, je m'étais mindé pour ça. Ouais. Donc à ce moment-là, donc c'était $64 000 sur le défi, plus ce que j'avais à côté. Mais j'étais loin d'être au million, j'étais même pas au demi-million. Donc en fait, dans ma tête, je me disais, on y va, on y va. Et en fait, je réinvestissais. Mais pas en mode comme sur le premier cycle, où je me disais, il n'y aura jamais de fin, je vais toujours être capable de faire un x2. C'était pas ça. J'avais un repère, j'avais des guides. Je me disais, ok, techniquement, on a de la marge. Et puis, c'est un peu ce qu'on dit, c'est que dans le trading, le marché, il en a rien à foutre de ton capital. Il en a même rien à foutre de tes émotions. Si en ce moment, tu es triste et tu as tout perdu, entre guillemets, il s'en fiche, quoi. Je vous rappelle que le marché, c'est la somme, finalement, de toutes les gens qui contribuent, qui participent. C'est le composite man. Bah, le composite man, tu vois, il s'en fout un peu. Donc, je me disais, je ne veux pas commencer à trader avec mes émotions parce que ce serait une erreur à la limite stratégique de dire oh non, j'ai tel capital, donc j'arrête. Là, encore une fois, ça s'appelle Ça, pas. c'est la première partie de ma réponse. Ça s'appelle pas trader et tout. Enfin, je t'ai pas dit de tout sortir. Je t'ai dit de te récompenser Une partie, voilà, cette très 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 belle performance en un an de faire x64. Ouais. Non, mais c'est presque de l'irréel en fait. Ouais, Pour non, c'est quelqu'un, on va dire, de en lambda, un an, sans être méchant, et je veux dire, dont c'est pas le métier à la base. Je trouve ça fou, tu vois, comme performance. Et donc, un minimum de se dire bravo, super performance, je sors bravo. un peu. Hein? On s'était dit bravo, non? On s'est dit bravo, mais genre. On est allé manger une frite, non? Cash out un peu, tu vois. Genre, ne serait-ce que pour te faire, je sais pas moi, une semaine de vacances ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Bah, en fait, tu vois, c'est comme un peu, je te disais tout à l'heure, tout ça, c'est une course, etc. En fait, à chaque fois que je me suis récompensé, j'ai même pas utilisé de l'argent du marché. En fait, tout ce que j'investis, je l'ai jamais ressorti. Parce que dans ma tête, jusqu'à mes, je sais pas, 40, 50, 60 ans, ça reste. Et puis je continue de faire du profit. Donc dans ma tête, oui, il y a peut-être des moments où il faut être capable d'être unstable ou quoi que ce soit. Pas forcément être toujours investi, mais dans ma tête, ça repart dans le marché. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que l'idée, c'est que c'est une boule de neige que je veux grossir, comme Warren Buffett, tu vois, il a jamais arrêté parce qu'il aime trop ce jeu-là. Et moi, c'était un peu pareil. Donc, quand je me récompense en fait avec mon salaire, tu vois. À ce moment-là, je travaillais encore à Gosselin. Oui, des fois, je me dis, allez, je fais un craquage, je vais dépenser 1 000 balles, 2 000 balles sur un truc que j'aurais peut-être pas fait autrement parce que inconsciemment, je me dis, ah, je suis bien, j'ai une petite somme ici. Mais dans les faits, c'est con parce que cette somme, je l'utilise pas. Et le 2000 balles que je prends, bah, ça me l'enlève d'autre chose, tu vois. Il faut quand même que je vive. Puis je veux épargner. Pour moi, c'est super important d'épargner chaque mois. Donc ça réduit ma capacité d'épargne, etc. Mais maintenant, sur la deuxième partie de ma réponse, tu as complètement raison. Je pense que j'aurais gagné. Pas forcément acheter des trucs effectivement futiles pour dire ah je me fais plaisir, tu sais, comme à un moment donné je parlais de montres et tout ça. Ah ouais. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui si j'avais une Rolex au poignet, je me dirais c'est con quand même, j'ai 10 000 balles autour du poignet, j'aurais pu faire autre chose avec. Maintenant tu vois, je me suis permis
j'ai pris une grande pause professionnelle à un moment donné. J'ai arrêté de travailler là en septembre, puis je suis sur une reconversion professionnelle. Je me suis autorisé à retourner en France. Je me suis retourné, là je reviens de voyage. Mon petit frère s'est marié, j'y suis allé sans même réfléchir, même si c'était pas une dépense qui était optimale en ce moment à faire. Je me suis dit, ça pour moi c'est non négociable, c'est une priorité. Et c'est ça un peu la récompense que je me suis donnée. Donc je me sens pas brimé parce que je me suis... Oui, j'ai pas fait le tour du monde en première classe, mais je me sens pas brimé parce que il faut pas grand chose pour être heureux en vrai. Puis je me suis quand même fait plaisir dans la dernière année. Et moi, je le vois plus. Je te dis, je suis amoureux du jeu. C'est vraiment. Je sais que c'est con parce que c'est pas le plus important, l'argent, bien évidemment, mais moi, c'est quelque chose qui me fascine. Puis je veux vraiment être capable d'atteindre certains objectifs. Mais comme quand je jouais aux jeux vidéo à l'époque, puis je voulais arriver à un certain level. On s'en fout, t'éteins la console, le jeu est terminé, puis tu retournes dans la vraie vie, puis t'es un tocard, tu vois. Mais t'es content. Tu te dis, ouais, mon perso, tu vois, je l'ai amené à 100, à niveau 100, je suis trop fort, je défonce les monstres. C'est un peu ça que je veux faire avec moi-même. Et ça regarde personne d'autre, c'est vraiment juste moi de me dire, je suis parti d'où je suis parti. J'avais pas forcément d'éducation financière, j'avais pas de patrimoine. Je suis vraiment parti de zéro, c'est le cas de le dire. C'est même pas une expression. Même parti avec un petit moins, mais encore ça va parce que je suis pas un Américain endetté de 200 000 $ pour mes études, donc je ne suis pas en train de me plaindre. Mais pour dire, être capable d'aller chercher ce que je suis allé chercher au plus haut du marché, je trouve ça extraordinaire. Puis au fond de moi, je travaille une confiance en moi qui est dingue parce que je sais que je l'ai gagné une fois, même 2 fois, même 3 fois. Chaque fois, j'ai pas réussi à garder, mais je sais qu'il y a je refais pas les mêmes erreurs et je grandis, j'en fais des nouvelles, ce qui peut être bon signe aussi. Ça veut dire que j'avance. Et voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais tu as raison, je suis impardonnable de ne pas avoir été capable de prendre plus de profit. Mais je veux quand même contextualiser la perte en disant ça fait partie d'un process plus large que ça. Mais est-ce qu'avec le temps et l'expérience, tu as clarifié ton objectif de vie et le montant qui te permettrait d'être à l'aise et heureux sans trop te soucier de l'argent au final? Honnêtement, le montant est vraiment plus bas que qu'est-ce que je m'étais imaginé à l'époque. Je me disais, ça me prendrait 10 millions. Moi, je me voyais me faire 1 million en passif chaque année. Tu vois, un peu des chiffres symboliques comme ça. Mais déjà, 1 million, ça ne veut plus dire la même chose aujourd'hui que ça valait dire il y a 10 ans. Ce qui veut dire que quand j'aurai peut-être 50 ans, 1 million, ça sera zéro. Tu vois, il faudra être milliardaire sinon tu es un tocard. Donc, je te dirais que si je regarde mon lifestyle des 2 dernières années, je me rends compte que je me satisfais de pas grand chose. En vrai, je vais manger une fois des sushis avec ma blonde, ça me coûte 50 $. Puis pour vrai, je suis vraiment heureux, je te jure. Puis quand je pars en vacances avec mes parents, tu sais, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très simples. Et donc, ils m'ont donné ces valeurs-là. Je me sens pas brimé si je suis pas dans un hôtel 5 étoiles, si je suis pas en première, si je suis pas. Tu sais, je vais manger une frite avec un ami, ça me coûte 20 $. Je suis heureux là, tu sais. Fait que pour moi, aujourd'hui, mes objectifs sont plutôt sur mon parcours professionnel. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui investissent en se disant je veux prendre ma retraite le plus vite possible. Tu sais, on l'a vu avec le mouvement FIRE. Donc, je m'éclate la santé. Pendant 10 ans, je bosse comme un fou. Je vis chez mes parents, je dépense rien. Limite, j'hypothèque 10 ans de ma vie. Les 10 plus belles années, parce que quand tu es jeune, ça a plus de valeur que quand tu as 60 ans. Même si à 60 ans, tu peux avoir la forme. Et du coup, ça veut dire qu'au final, t'aimes pas trop ce que tu fais parce que tu as hâte d'arrêter. Et je me suis toujours dit, moi, je voudrais plus être comme Warren Buffett. Et le mec, tu vois, jusqu'au bout, en fait, il bosse parce qu'il aime ce qu'il fait. Et ça, pour moi, c'est le top, en fait. Et de plus en plus, je me dis, l'objectif, parce que je me disais, je vais gagner mon argent par l'investissement. Non, je veux gagner un bon salaire par une activité qui me fait kiffer. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette reconversion professionnelle. Et je veux être content d'accompagner mes clients dans mon domaine le plus longtemps possible, bien gagner ma vie parce que je sais que je donne de la valeur. Et puis, le marché, c'est le beurre sur les épinards. Ça veut dire que ça va créer non seulement je vais être capable de battre l'inflation, c'est un peu le concept, mais en plus de faire des profits qui là, pourquoi pas, effectivement, ça va me permettre d'avoir un lifestyle, de plus en plus peut-être de voyager davantage ou de prendre soin de mes parents quand ils seront plus âgés, pouvoir aider un ami qui est dans la galère, quelque chose comme ça. Ça, pour moi, c'est vraiment le end goal, on va dire, ce que je vise. Mais c'est même plus un montant. Et ça l'a été, hein, mais tu me dirais maintenant, demain j'ai 1 million, honnêtement, je change pas de job, j'arrête pas de travailler, je continue de faire ce que je fais. En fait, j'aurais juste plus de billes pour investir dans encore plus de trucs parce que moi, ça m'éclate tellement d'investir que ça changerait presque rien en fait. Ouais, puis je pense qu'aussi tu te lèves plus léger le matin avec moins de pression. Ouais, ça rien. par contre, c'est sûr. Même si tu aimes ton travail et tout, sans forcément mentir, te lever en étant stressé et tout, mais tu es juste plus tranquille et plus serein dans ta vie, j'imagine, quand ça arrive.
Et toi, comment tu vois ça? Si tu me poses la question, j'imagine que tu y as réfléchi. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est des trucs qu'on réfléchit. Nous, on a chacun des situations différentes, mais en couple, avec des enfants, etc. Donc, on a une autre perception des choses et on se projette à un autre niveau, tu vois. Après, c'est limite générationnel, donc voilà. Carrément. Mais oui, on met ça, on essaie de mettre ça sur papier. Vers quoi on a envie d'aller dans le futur. Déjà, d'un point de vue solo, en couple, familial, tout ça. Donc, toutes ces choses-là, oui, c'est des choses qu'on réfléchit, forcément. Est-ce que tu arrêterais de faire ce que tu fais si tu avais 1 million Ben, de patrimoine? non. Est-ce que tu arrêterais de produire des podcasts? Non, 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 pas du tout. Tu serais peut-être plus sélect sur tes clients. Ouais, je t'avoue que Concrètement, qu'est-ce que ça changerait demain? professionnellement, Demain, je te donne, ouais, je te donne 1 non. million. Je te dis, ce serait plus de sérénité, moins de stress, parce que aussi pour créer un patrimoine, il faut prendre des risques. Tu Bien vois, sûr. genre typiquement, investir. Quand on dit à chaque fois investir comporte des risques, oui, c'est vrai. Que ce soit en crypto, en bourse ou même en immobilier, bon, bah, il y a des fois où il y a des couacs, ça peut coûter très cher. Bien sûr. Donc, avoir de l'argent, beaucoup d'argent de côté, plus qu'il en faut, ça enlève une épine dans le pied, en fait. Parce que s'il y a une galère, tu sais que tu peux la Pas payer, stressé. tu sais que tu peux passer outre et continuer ta vie normalement. Tout pendant que tu es dans une situation un peu délicate où, soit déjà, t'as pas encore pu investir et tu veux investir pour te sauver ton futur, entre guillemets, ou tu as investi, mais tu es à la limite pour vivre, toi, tous les jours, bon, bah, ça devient un peu tendu, quoi. Bien sûr. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, bah, quel est le montant qui fait que on aura moins le stress dans Tu l'as notre le vie tous montant? les jours. T'as un chiffre? Non, là, de tête, je saurais pas le dire. On a écrit un truc à un moment donné, Ok. faut que je le regarde, mais je l'ai oublié, tu vois. Mais il y avait plusieurs millions dedans, quand même, Ah ouais. dans ce chiffre. Bon, c'est bien. Je suis fier de toi, j'en attendais pas moi. Bon, alors, belle parenthèse Flo, merci. C'est pour ça aussi que je voulais que tu sois dans l'épisode parce que tu vas amener J'aime les, pas trop tu discuter. vas amener les vrais talks J'aime là. pas trop discuter de trucs trop techniques. Non, Là, mais j'y connais pas regarde, je te grand-chose en promets, plus, ça donc, sera pas trop technique. moi, ce qui m'intéresse, c'est genre l'humain, tu vois. Et là, ça Genre, t'allait comme. Bah oui, je préfère ce genre de discussion. Mais t'inquiète, on va y revenir. Mais Écoute, je comme voulais c'est pas vraiment. préparé, je bafouille un peu. Ah, on tu est vois, freestyle. donc, là, Non, c'est non, mais t'inquiète, complètement, on est complètement freestyle, mais on vous l'a dit, hein, c'était du authentique. Je voulais peut-être juste, comme je disais tout à l'heure, reparcourir. Mais je sais pas pourquoi, en fait, c'est mon côté scolaire de dire on fait bien les choses, machin. Ouais, ouais. Mais bon, allez, je vais juste vous les shooter, hein, on va pas discuter chaque point. Moi, je te dis les trucs qui m'ont marqué. Vas-y. Et un petit peu. Donc, bon, là, Halving, j'en ai parlé. Moi, je vais essayer d'aller dans l'ordre chronologique aussi. Est-ce que tu te rappelles des ordinals et Ouais. du BRC20? Ouais. Ça, honnêtement, c'était quand même une dinguerie. C'était arrivé au début du cycle. C'est quoi? C'est de numéroter chaque bitcoin ou chaque token? En gros, je sais en pas fait, quoi, c'est une innovation sur Bitcoin que certaines personnes ont découvert, où on pouvait utiliser Bitcoin finalement pour d'autres choses que ce qu'il avait été fait. Parce que Bitcoin, on dit souvent que c'est une vieille technologie, parce qu'en fait, on veut que ça soit ça. C'est l'idée, tu sais, on dit ah mais ça coûte cher de transférer, etc. Oui, mais c'est pas une monnaie en fait à la base Bitcoin. Je sais que des fois on dit ça, c'est une réserve de valeur. Donc le but c'est pas de la transférer non plus partout. Alors après, on a eu les layers sur Bitcoin, avec notamment, tu sais, pour les paiements, d'avoir des choses comme ça. Mais BRC20, c'était pour créer des NFT. Alors, les NFT reviennent, mais c'était intéressant parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on associe plutôt à Ethereum. Et en fait, on a eu un peu ce clivage entre les maximalistes qui disent bah non, Bitcoin, c'est vraiment Satoshi l'a créé pour ça. Et puis finalement, de se rappeler que la technologie s'arrête pas, l'innovation s'arrête pas. Et des fois, tu peux avoir des usages qui sortent de nulle part. Et ça n'a pas duré si longtemps. Il y a eu quand même des beaux trucs à faire là-dessus. D'ailleurs, dans le 20x Challenge, c'était grâce au BRC20 que j'avais pu prendre un petit pump au début. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Bitcoin qui devient programmable finalement. Après, le retour de Solana, je pense qu'on a tous été un petit peu scotchés de ça. Donc, je vous rappelle que Solana avait pris, mais vraiment une grosse claque quand il y a eu l'explosion de FTX. Les gens disaient c'est terminé, Solana, même si d'ailleurs c'est un truc comme ça, quoi, descendu à $8, ouais. 8$. Même si c'était pas complètement lié, mais le fait que FTX, je crois, avait beaucoup de Solana, puis ça avait été vendu, en tout cas je sais plus trop pourquoi d'ailleurs, mais je sais que tout le monde capotait et disait Solana c'est terminé quand il était à 8 piastres. J'avais commencé à en racheter moi dans les 10-12$, donc c'était vraiment le bottom, mais honnêtement je pouvais pas le savoir. Mais Solana avait eu un
un cycle complètement dingue, hein. C'était une des cryptos qui avait le plus explosé. Et là, en fait, c'est incroyable parce qu'elle a suivi Bitcoin. C'est une des rares altcoins qui a très très bien performé, sauf là dans les derniers mois où elle s'est mise à latéraliser puis finalement descendre. Mais ça a été complètement fou. On a eu le comeback du siècle, un x10, meilleure performance L1 crypto enregistrée là depuis récemment. Complètement fou. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on a eu les meme coins. Alors les meme coins, on peut en parler. Parce que c'est... Non, j'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus tard parce que pour moi, c'est ce qui a marqué la fin du cycle. Mais il y a eu énormément, c'est ce qui a créé en fait le fait que ça soit peu cher de transactionner sur Solana. Ça a amené les développeurs. Plutôt que de développer sur Ethereum, ils développent sur Solana. Et ça a créé beaucoup d'innovations, plein de lancements de tokens, beaucoup de liquidité. La liquidité fait que forcément le token principal va s'apprécier. Donc c'était la raison derrière ça. Je suis curieux, moi, de savoir si Solana va bien performer sur le prochain cycle, sachant que maintenant on a un ETF. Ce qui veut dire que pour nous, Canadiens, maintenant, on va pouvoir investir dans des enveloppes fiscales, genre RCLI, dans du Solana, mais sans prendre les risques de la crypto. Et d'ailleurs, certains, en tout cas, il faut que je revérifie cette information parce que ça vient de sortir. Mais je crois que c'est des ETF qui en plus vont jouer sur le stacking, parce que Solana, tu peux le stacker, ce projet-là, et donc avoir un reward supplémentaire. Ce qui fait que même si le cours ne s'apprécie pas, tu peux quand même avoir un revenu là-dessus. Donc je pense que ça va être quelque chose à surveiller. Je suis curieux de voir du coup comment Solana va se comporter pour la suite. Moi, je le voyais même flipper Ethereum à un moment donné. C'est pas arrivé. C'est XRP qui a failli, flipper Ethereum. Et d'ailleurs, XRP, je l'avais mis dans ma liste. Et pour moi aussi, ça a été une des grosses surprises. On parle des Dino Coins, des fois. On a eu XLM, XRP. On a eu quoi? Tron aussi. Quoi d'autre? Là, récemment, on en a eu d'autres. Mais là, c'est vraiment les trois qui me viennent en tête qui ont complètement explosé au milieu de nulle part. C'était fou. XRP qui a eu un nouveau plus haut et là il a encore perché tout là-haut, hein, même s'il a bien corrigé. On n'est toujours pas redescendu par rapport à d'autres cryptos qui sont plus bas ou au même niveau que le plus bas du cycle précédent. XRP est encore tout là-haut, c'est assez impressionnant en termes de capitalisation, ce qu'on est allé chercher, alors qu'il y a plein de gens qui détestent ce projet. On a eu la hype IA, tu te rappelles, donc c'est sur ce cycle qu'on a vu ChatGPT arriver. C'est pas si long que ça finalement, hein. Ça a quoi, 2 ans 2 ans et demi? Je crois, ouais, un truc genre 2022-2023, quelque chose comme ça. Donc c'est super récent. Et après, suite à ça, on a eu Tao. Alors, Tao, pour moi, ça a été le truc de dingue. Je vous le dis, je suis pas rentré dessus au début, j'aurais bien aimé. J'avais surfé la première vague, puis après ça, il a beaucoup rangé. J'avais repris quelques trades dessus. Et puis après, plus grand chose finalement jusqu'à la fin du cycle, sauf là sur la fin. D'ailleurs, je crois qu'il a son halving bientôt. Parce que Tao est un peu comme Bitcoin, il y a un concept de halving. Et plein de gens disaient ça va forcément monter, etc. Mais à un moment donné, si le marché décide que c'est terminé, t'as beau avoir le meilleur des tokens, il se fait emporter un petit peu, même si on a quelques projets qui se comportent mieux que d'autres. Donc la vague IA, tu te rappelles, on a eu d'ailleurs donc les compétiteurs de Tao, tu avais AGX, FetchAI et Ocean Protocol qui avaient décidé de se fusionner ensemble. Et ça, pour moi, c'était complètement inédit aussi, des projets qui décident de devenir partenaires. Alors, tu avais le côté usage, donc qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à l'IA, mais en même temps pour avoir une capitalisation plus grosse. Et puis, je pense que les entreprises, les startups qui investissent dans la blockchain, qui se lancent dans la blockchain plutôt, dans l'industrie de la blockchain, ils savent, ils sont conscients que, pas toutes, mais la plupart sont conscients qu'il y a un côté marketing qui est à la limite plus important que la tech. Donc même si tu as une tech qui est moyenne, mais que tu as une très bonne équipe, bonne communication, etc., tu peux faire beaucoup plus d'argent que si tu avais la meilleure des techs, mais tu n'en parles pas, quoi. Ouais. Alors après, c'est ça, et les puristes te diront, moi justement, j'aime mieux les équipes qui développent et ils ne passent pas leur temps sur Twitter à faire des posts. Mais en même temps, une entreprise qui veut faire de l'argent, tu vois, je pense que c'est les règles du jeu. Moi, je ne peux pas complètement punir ce comportement-là. Je trouve que ça fait partie de la game aussi. On est dans un monde de toute manière, même les boîtes tradies, elles le savent aujourd'hui, il faut communiquer, c'est super important. Donc ça c'est quelque chose qui m'avait marqué. Bon, le RWA, on en a parlé tout à l'heure, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais pour moi, avec des projets comme, il y a eu quoi? Il y a eu Ondo, tu as eu Maple, tu as eu plein de projets. AV d'ailleurs aussi qui avait bien remonté à un moment donné. Donc c'est tout de ce côté finalement, on embarque l'industrie telle qu'on la connaissait de la finance, de l'investissement traditionnel sur la blockchain. Et enfin, j'ai l'impression que depuis que la blockchain existe,
Bon, Bitcoin, c'était clair son usage, mais après, on s'est mis à développer des projets juste parce que c'était cool, c'est de la blockchain. Euh, mais il n'y avait pas forcément des raisons de créer ces projets-là. De la même façon qu'en IA, tu vois, je pense qu'il y a plein de boîtes aujourd'hui, clairement, c'est des coquilles vides, ils surfent sur la tendance, Ouais. mais derrière, il n'y a que dalle, ils répondent pas à un vrai problème. Ben, je trouve que pour le coup, RWA, ça donne une vraie légitimité à l'industrie. Et je suis convaincu qu'il y a des choses dingues à faire dans les 10 prochaines années sur ce segment-là. J'en suis convaincu. Vraiment. Et je pense d'ailleurs que les utilisateurs se rendront même pas compte que c'est sur la blockchain. Ils auront une interface sexy comme on aurait aujourd'hui sur une plateforme un peu genre comme je disais tout à l'heure, OpenWood, Wealthsimple au Canada, Mhm. des choses comme ça, ou Trade Republic en Europe. Et derrière, ça sera la blockchain en fait. Moi, je suis convaincu que ça existe déjà en fait, mais je suis convaincu que ça va se démocratiser. On a eu les stablecoins. Alors les stablecoins, tu te rappelles, l'USDT qui était... alors on a eu USDC qui avait commencé à arriver. On avait aussi le stablecoin de Luna qui avait d'ailleurs causé en tout cas le bear market dernier. Et là en fait on s'est rendu compte qu'en fait aujourd'hui on est passé d'un token finalement qui avait une utilité dans l'écosystème à c'est un vrai business model ultra rentable. On peut générer des millions voire des milliards et en fait tout le monde a voulu lancer son stablecoin et je pense que ça c'est quelque chose aussi qu'on va revoir dans les prochaines années. On a eu pas mal d'innovations à ce moment-là. Je pense qu'il y a des trucs qui sont arrivés peut-être trop tard dans le cycle et du coup ça a été plutôt un fail. Mais je suis convaincu que ça va revenir et clairement les stablecoins, on est allé à un niveau que j'aurais pas cru. Et puis on a eu la loi MiCA aussi en Europe, j'avais noté, qui fait qu'aujourd'hui l'USDT tu peux plus l'utiliser, donc tu es obligé d'aller sur Ah oui, USDC. j'avoue que sur certains exchanges, tu peux plus avoir du Tu peux plus. USDT. Et c'est la merde parce que moi Mhm. justement qui surfais un peu sur les deux, bah, des fois je me retrouvais à aller sur des exchanges en fait moins quali entre guillemets que mettons Binance, mais parce que j'avais plus de liquidité, parce qu'eux ils avaient encore la paire en USDT que en USDC sur Binance. Ouais. Ce qui est quand même complètement fou. Fait que ça, j'ai peu d'espoir pour l'Europe à ce niveau-là parce qu'ils semblent pas vouloir aller dans la bonne direction. Mais j'espère en tout cas que au moins la liquidité va s'améliorer parce que sur certains projets c'était plus compliqué. Et là, je pense qu'on peut parler des meme coins. Et après, on fera le lien peut-être avec Trump. Bah, les meme coins, clairement, ça a été le cycle des meme coins. On a eu des projets complètement dingues. On a eu des personnes aussi qui sont sorties de nulle part que moi je connaissais pas, genre Mourad. Non, tu connais toujours pas. Quand je te dis vraiment que j'ai pas trop suivi, En je fait, t'avoue que les meme coins, je c'est te remets à c'est jour toi sur qui me tes fais l'actu knowledge. parce que clairement là, tu me parlais très régulièrement, tu me disais ah je suis sur tel meme coin, tel meme coin. Jamais de la vie je l'ai entendu. J'ai même oublié tous les noms que tu m'as dit depuis le début. En vrai, je sais C'est même pas. correct. T'as finalement rien manqué. Tu vois, Mais finalement. effectivement, Mourad, c'est devenu un peu à un moment donné un genre de quasiment d'évangéliste des meme coins. Mais En c'est fait, qui? C'est un Américain, un Français, c'est un Américain, je pense. En gros, c'est un gars qui avait fait fortune déjà, mais qui avait tout perdu, je crois, lors du dernier cycle. un Et peu comme toi quoi. un peu comme moi, c'est ça, mais il avait plus d'argent. Et non, il avait une boîte, il avait été obligé de faire faillite, un truc comme ça. Il me semble que c'est un peu le background du gars. Mhm. Et en fait, je sais pas si tu connais Token 2049, c'est un rassemblement qui a lieu Ah une à si, deux fois par pardon, année. oui, ouais, bien sûr. Et il y a eu à Dubaï, je pense que c'était il y a 2 ans, ou l'année dernière, non, je pense que L'année c'était il y a dernière, je 2 crois. ans. C'est pas l'année Enfin, dernière? ça a lieu chaque année, mais c'était il y a 2 ans qu'il avait fait Ok. une conférence. Je pense que je dis pas de bêtises. Une conférence qui avait vraiment marqué, où en fait, et c'était un discours qui était assez nouveau, assez nouveau, où il disait finalement un peu ce que je disais tout à l'heure, les gens n'y croient plus, tu vois, chaque génération a eu ses opportunités, les boomers, ils ont eu l'immobilier, après tu as eu les générations qui ont pu investir sur les boîtes tech, Apple, Microsoft, Internet etc. et tout. La bulle 2000, nous on l'a vécu, mais on était tout petits, Mhm. on n'avait pas forcément moyen d'investir. Et nous, aujourd'hui, on a quoi en fait? On a nos yeux pour pleurer, on a une inflation complètement déconnante, on a étudié, on a tous des bacs plus 5 et on ne trouve pas de job. Et en fait, il joue un peu sur ce côté-là en disant les jeunes, la nouvelle génération, se reconnaît pas là-dedans. Et eux, en fait, c'est plutôt la culture Internet. Et lui, encore aujourd'hui, je pense qu'il en est convaincu. Moi, je trouve ça intéressant, même si je suis clairement pas aussi clivé que lui là-dessus. Mais de dire effectivement les meme coins représentent une culture et les gens aujourd'hui vont investir dans une culture et il y avait une expression qui restait un peu qui disait believe in something. C'était comme arrête de trader, crois en quelque chose, rejoins une communauté
Et alors après, il va très loin dans son analyse. En gros, il disait que notre nouvelle génération faisait énormément d'anxiété, on était énormément isolés à cause des réseaux sociaux, et que justement, on recherchait un petit peu ce lien, cette connexion aux autres, comme on l'a vécu peut-être, tu vois, pendant la pandémie, où on faisait des apéros, tu sais, Ouais, sur sur Zoom. Skype, sur Zoom et machin. Skype, moi je suis de la vieille, hein. Et au final, il disait, ben, les gens, en fait, en investissant dans un meme coin, ils font partie d'une communauté. Alors, est-ce que c'était un plan machiavélique pour aller chercher des gens qui achètent des bitcoins? Moi, je crois il y croyait vraiment. D'ailleurs, je crois qu'on peut vérifier ses portefeuilles, puis il a vraiment presque rien vendu. Là, lui, il tient ses positions là-dessus. C'est un vrai croyant. Mais j'ai trouvé ça fou. Et on a eu bah, Pépé, je pense que tout le monde le connaît. Moi, j'ai eu la chance de surfer un petit peu. C'était complètement dingue, en fait. Quand Pépé est sorti, je me rappelle, bah, c'était à peu près le top du cycle. On a eu après quand Trump est arrivé, mais c'était vraiment le moment où j'aurais dû sortir du cycle. C'était mon plus haut portefeuille. Enfin, j'ai fait un peu plus haut en novembre plus tard. Mais en fait, en rapport temps investi et performance, je serais sorti là, j'aurais fait le hold-up du siècle. Mais vraiment. Et puis après, je serais parti dans l'or. Je serais parti, mais c'est toujours plus facile à dire après, hein. Oui. Dans les actions, t'achetais du Robinhood, t'achetais du Coinbase, toutes ces actions-là, tout est au plus haut, tout est au plus haut. Que nos altcoins qui sont restés tout en bas. Fait que bref, moi c'est quelque chose que j'avais noté. Je sais pas si vous ça vous a marqué, mais ça a été quand même important. Puis après, bah, on a eu Peanut. Je te rappelle, c'était l'écureuil. Ça c'était un meme coin aussi qui est rentré dans le top parce que Elon Musk en avait parlé, parce qu'ils avaient tué le petit écureuil. C'est Mhm. un vrai écureuil à la base. On a eu quoi d'autre? En tout cas, les meme coins, on a eu si Pangu. Pangu, le petit pingouin, non, ça dit rien. Doge finalement a pas fait de plus haut sur ce cycle. Ça aussi c'était un indicateur parce que souvent Mhm. Doge en fait il marquait le début de la season. D'ailleurs graphiquement il était très très beau. Il a tenu un canal, était vraiment magnifique. Moi je pensais on aurait un plus haut, mais Ouais. en tout cas si le cycle est terminé, ça n'est pas arrivé. Et la raison aussi pourquoi je connais pas tous ces trucs-là, c'est que je vais regarder sur TradingView Ouais, et je vais mettre des favoris sur le côté, tu bien vois. sûr. Et quand je mets les favoris, c'est des projets. Alors, déjà, tu as les plus gros Ethereum, et, Bitcoin, Solana, tout ça. Et puis quelques-uns d'autres projets, soit que j'ai entendu parler depuis longtemps, que je commence un tout petit peu, enfin, que je commence à comprendre, ou que je comprends, ou que je suis investi dessus, et que je veux les suivre, mais j'en rajoute pas de nouveaux. C'est-à-dire que je regarde que ça. Je vais jamais regarder sur CoinMarketCap les tendances, les meilleures performances, tout ça, quoi. Donc en fait, je ne découvre pas de nouveaux Des nouveaux projets, projets, je ouais. reste informé sur ceux que je connais ou ceux sur lesquels je suis investi. Ouais. Donc en fait, je vais pas aller m'en chercher d'autres. C'est pour ça que tous ces nouveaux trucs-là, moi je les ai jamais suivis Oui, parce c'est qu'ils pas vrai. popent pas. C'est pas comme un fil d'actualité, TradingView. Enfin, ma barre de favoris sur le côté, elle me montre pas les nouveaux. Donc je Bah, suis jamais tombé dessus. Ou alors il aurait fallu que tu que me je t'en dises, parle, mais ouais, j'en parlais, j'en ai assez peu parlé à part des gros genre voilà PP, Doge et tout comme ça. ouais. Parce que ça allait tellement vite. Déjà, ça va vite en crypto, mais les mimes, c'est pire encore. Mhm. C'est vraiment pire. Et en fait, c'est devenu une industrie avec PomFun, hein. Ça, c'est un autre point marquant, je trouve, de ce cycle-là. Donc, PomFun, qui était à la base sur Solana, hein, ce qui expliquait aussi pourquoi Solana avait tant monté, a lancé son propre layer. Et en gros, tu peux lancer ton token en 2 secondes sur PomFun. Donc là, tout le monde s'est mis à créer des meme coins dans tous les sens. Les présidents, par exemple, Au hasard. qui pour moi, c'est vraiment ça qui a marqué la fin du cycle. Là, quand Trump et Melania sont sortis, c'était le plus haut. Après ça, c'était terminé. Ouais. On aurait dû, avec le recul, bah, on se disait tous, c'est quand même complètement dingue, mais on pouvait pas imaginer à quel point ça aurait fait mal à l'industrie. Ça a été la plus grosse extraction qu'il y a jamais eu là. Mais tout le monde, il y avait toutes les stars. Tu te rappelles les gars qui avaient 2 minutes de fame sur internet, genre Mm. Octua, c'est tous ces gens-là, dès qu'ils étaient un peu connus, bam, meme coin, et les gens se faisaient rect, ils rentraient dessus, ça partait, on avait beau en parler. À la fin, on voyait qu'il y avait quand même une certaine éducation, les gens arrêtaient de se faire piéger. Donc ça, c'était plutôt positif. Mais globalement, ça a été vraiment fou. On a eu après toutes les dingueries, tu sais, sur PumFun, des gens qui faisaient des folies pour faire pumper leur token. Ça t'as peut-être pas suivi, mais ça devenait vraiment c'était violent en fait à la fin. C'était limite je vais me flinguer si vous faites pas Mm. pumper mon token. T'as eu un petit kid qui avait arnaqué 2 fois des gens, il leur faisait des fuck you et tout. Tu sais, on était à un moment donné là, tu regardais ça puis tu te disais what, c'est ça l'industrie dans laquelle je veux investir. Et je pense qu'on a eu un gros dégoût Ouais. tous en se disant attends c'est pas ça moi c'était des projets comme Tao, c'était l'IA, c'était la finance décentralisée, c'était les bitcoins, c'était à la limite t'as un côté un petit peu
Cypherpunk, Des trucs qui peuvent un peu Anonyma, changer le monde Monero, aussi, quoi, les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Rien quoi, c'était pas ça, c'était les meme coins et encore les meme coins pour le côté culture, certains trucs je veux bien, mais après c'était parti vraiment trop loin. Ouais. Donc ça a été une surprise, je reste neutre sur ce que je dis à ce niveau-là, clairement. Et pour finir peut-être sur la dernière dinguerie, après on pourra parler peut-être de Trump et aussi, comme ça je ferme l'ordi, un petit peu du côté régulation. C'est bon, ça fuck pas tout si je ferme ça. Ah bah. On a eu à la fin du cycle, je sais pas si tu as vu passer ça, mais un genre de retour de la narrative privacy avec Zek. Et en fait, quand tout se pète la gueule, Zek, lui, est monté à genre 700 balles. Il est rentré très très haut. C'est un vieux projet, pareil, un DinoCoin, qui est, pour ceux qui s'intéressent vraiment, on va dire, au sujet de la privacy, pour moi, c'est clairement Monero le top. La preuve en est qu'il est délisté partout, donc c'est qu'il doit être un peu efficace pour que les gouvernements y aient fait la chasse comme ça. Ce qui n'est pas du tout le cas de Zek. Mais bon, forcément, c'est le côté marketing. Tout le monde s'est mis à investir dessus. Et ça a été les derniers pumps significatifs. Après ça, c'était... en tout cas, on est là où on en est en ce moment, là où on tourne l'épisode. Ok. Mais il s'en est passé, en fait. Il s'en est passé, pas mal hein. de choses. Ah, puis j'oublie... Trump, on va en parler. Donc, changement drastique quand même du gouvernement américain. Alors, Trump est ce qu'il est. Il a fait énormément de mal à l'industrie. Par contre, d'un autre côté... je vais essayer d'être quand même un peu objectif. Il a fait des choses que Biden n'aurait pas fait, tu vois. Il a remplacé le directeur de la SEC, il a mis un mec qui était pro-crypto, qui avait investi, qui était d'ailleurs le projet, j'oublie son nom, RSR. C'était un gars qui avait aidé pour le projet RSR, qui est aussi un projet de... Alors, c'est pas les stablecoins, c'est les flatcoins, mais ça touche un peu au RWA. On a eu après derrière des... alors je crois pas que ça a été au final, je sais même pas, tu vois, j'ai pas gardé l'info parce que ça avait tellement tergiversé là-dessus, mais c'était de dire est-ce que officiellement les États-Unis ont un fonds de Bitcoin. Je sais qu'ils en ont acheté, c'est officiel. Après, est-ce que c'est effectivement c'est un pourcentage qui sera mis, etc. Ça, je suis plus sûr comment ils avaient tranché là-dessus, mais clairement, ça a commencé à créer un genre de FOMO, pas institutionnel là, mais au niveau gouvernemental où tu as des pays qui sont mis à acheter, en disant en fait je pense que ça fait sens. Le Salvador a continué son DCA, puis aujourd'hui je crois qu'ils ont clearé toutes les dettes qu'ils avaient, donc c'est complètement dingue quoi, tu vois. Je pense que ça a montré un exemple aux gens en disant waouh, c'est possible. Puis le fait que Trump, le plus gros pays au monde en termes économiques, dit nous on fait ce pas là, même si encore une fois c'est teinté de toutes ces folies, ça a été quand même big. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que il a libéré, tu sais, j'oublie son nom là, Ross, tu sais, le gars qui avait fait Silk Road. Parce que Silk Road, tu te rappelles, c'était un exchange sur le darknet pour acheter toutes sortes de choses. Et on utilisait le Bitcoin. En fait, c'était une des premières plateformes qui utilisait le Bitcoin. Aujourd'hui, ça serait plutôt Monero à mon avis. Mais lui était en prison et en fait, il lui a donné la grâce présidentielle. Il y en a eu Sisi aussi qui a été pardonné. Donc Sisi, vous le connaissez, qui était celui qui a créé Binance. Donc ça a été fou quand même parce que c'est significatif, je trouve, des personnages publics comme ça qu'on associe à la crypto qui sont graciés par le président. Ça me paraît comme toujours bizarre de me dire qu'un président, il n'est pas censé avoir un droit de justice et de faire sortir des gens comme ça de condamnation en fait. Non, ça, tu trouves pas ça normal qu'il puisse faire ça? Bah non, un président n'est pas censé être au-dessus de la loi, tu vois. Ouais, pourtant là. Donc c'est vrai que Trump, à quel moment il a le droit de faire sortir des gens de prison ou de condamnation, tu vois. Ouais. Normalement, enfin, à moins que c'est peut-être aux États-Unis, c'est peut-être pas le cas, tu vois. Mais je crois qu'en France, un président n'a pas le droit de s'immiscer dans une décision de justice, tu vois. C'est une bonne question. Je connais pas les États-Unis, je peux pas dire que c'est illégal ce qu'il a fait, au contraire, mais je pense que c'est pour le côté où des fois, là-dessus je me positionnerai pas, puis je veux pas faire de la politique, c'est pas le but, mais je pense que certaines personnes le voyaient un peu comme une victime d'un certain gouvernement, et comme Trump en plus, il a toujours voulu marquer son opposition à ce que faisaient justement les démocrates. Je pense que c'est plus symbolique qu'autre chose, parce que d'ailleurs, dans le cas de Sisi, lui, il était plus en prison, mais c'est qu'il avait plus le droit, je crois, de travailler dans l'industrie, directement en tout cas. Alors après, il y en a plein qui disent, je sais pas si c'est vrai, s'il y a eu des magouilles, derrière, il y a eu des financements, des trucs. On ne saura jamais. Donc... surtout connaissant le personnage de Trump, je serais pas surpris qu'effectivement il y a eu des choses et que c'est un opportuniste. On est tous convaincus de ça. Mais c'est drôle parce qu'il y a eu un interview il y a pas longtemps après
où en fait il s'est complètement dédouané en disant mais je le connais pas, je l'ai jamais rencontré ce gars-là, alors qu'il l'avait libéré une semaine avant, donc ça c'est du grand Trump qui change d'avis toutes les 2 minutes. Mais ouais, je trouve que c'était en tout cas assez significatif pour dire il y a eu un changement de vision, et moi c'est ce qui m'intéresse le plus de la part du grand public, parce que le grand public au final, la dumb money, on sait, ils arrivent toujours trop tard, etc. Et ils sont très sensibles à l'opinion publique, tu vois, à ce qu'on dit sur les médias. Et c'est vrai que la crypto, on venait tellement de loin. On venait tellement, tellement de loin. Encore aujourd'hui, tu le vois dans les films et dans les séries, ça arrive tout le temps maintenant qu'ils parlent de crypto, mais c'est plus en mode blague. Tu vois, je sais pas si tu as vu le mime du gars qui dit Tain, j'ai tellement perdu en crypto, là, vas-y, j'ai envie de relax, je vais me faire une petite série sur Netflix. Puis tu regardes Squid Game, et puis tu as le gars, tu sais, il y a le screenshot et du gars qui dit j'ai tout perdu en crypto, et du coup, je suis obligé d'être là dans Squid Game. Puis tu es comme fuck. Aujourd'hui, c'est presque une blague et c'est utilisé comme ça. Ouais. Mais on voit progressivement, alors je sais pas si un jour on sortira complètement de cette aura qu'a la crypto, je pense que ça restera toujours un peu spécial, mais ça a quand même évoluer dans le bon sens, je trouve. Les gens ne se cachent plus, et parce qu'avant tu disais pas j'investis dans la crypto, tu sais. Alors attends, parce que justement ça me fait penser à un truc. Ce qui s'est passé aussi dans ce cycle-là, et qui est très 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 malheureux, c'est que notamment en France, il y a eu du kidnapping, enlèvement, torture, etc. J'ai plus son nom, mais l'associé d'Éric Larchevêque là, couper un doigt, etc. là. Ouais. L'enfer, ce genre de situation. Donc, oui, on peut en parler, mais pas trop fort quand même, quoi. Ouais. Parce que si tu dis que tu as réussi, que tu as fait des millions, ou que tu es devenu hyper riche grâce à la crypto, peut-être que demain, on ne te retrouve pas, tu vois. Ça, c'est quand même dangereux, au final. Ça, c'est dangereux. Alors, donc là, on le dit à tout le monde, on a tout perdu, d'accord ? Mais c'est vrai. J'aimerais, honnêtement, mieux. Je préfère le dire avant, ne me kidnappez pas, tu vois. Et vous dire que j'ai parce que clairement, non, mais il y a eu des dingueries. C'était quand ? C'était au cycle dernier, ou celui-là où Asher et Owen Simonin, il y a eu un gars qui est venu jusqu'à chez lui, là. Pareil, ça c'est fou. Mais tu remarqueras d'ailleurs sur le nombre de cas, ça arrivait en dehors de la France, mais 80% des cas, ça arrive en France, ce qui a fait vraiment monter le ras-le-bol, parce que derrière... encore une fois, je ne veux pas faire la politique, dire est-ce que tout le monde part à Dubaï, machin, pour quelles raisons, etc. Mais je sais que c'est une des raisons principales que les gens qui commencent à faire un peu d'argent dans cette industrie, en fait, encore tu vois, même au Canada, tu as vu, il y a des trucs, c'est un peu compliqué. Binance, c'est toujours interdit. Des fois, tu as l'impression que tu fais des dingueries, alors que tu veux juste, comme tu vois, acheter du Bitcoin. Aujourd'hui, ça choque moins quand même. Mais encore une fois, il y a 5 ans, on parlait de ça. C'était compliqué, tu vois. Donc, tu as raison d'un point de vue sécurité. D'ailleurs, je m'étais posé la question à un moment donné. Je dis, mais c'est quoi ? Pourquoi on est un target comme ça ? C'est pas possible. Il y a des gens qui font des millions avec autre chose. Pourquoi c'est juste les gars qui sont dans la crypto ? Mais en fait, c'est pour le côté, effectivement, que vu que c'est toi qui détiens ta crypto-monnaie avec tes clés, du coup, si je te torture, tu me donnes ton mot de passe, j'enlève ta crypto, et il n'y a pas vraiment de recours légaux à ce niveau-là. Donc, tu pourrais pas derrière récupérer l'argent. Ça marche pas comme ça avec la banque. Voilà. Alors, est-ce que justement l'institutionnalisation de la crypto-monnaie, j'ai réussi à le dire sans bégayer, est-ce que ça changerait pas la game ? Parce qu'on va avoir des ETF arriver, ce qui veut dire que moi, demain, je peux investir dans la crypto-monnaie via des ETF dans mon CELI pour pas payer d'impôts, et tout ça backé par une institution qui monte pas de blanche, etc. Tu peux venir m'agresser, mais là, c'est la même façon que j'aurais de l'argent sur... mais donc après, là, c'est de l'investissement pur, mais tu es moins dans le côté... Tu crois à la technologie, à la décentralisation, etc. Donc c'est pas la même chose, c'est pas pour les mêmes raisons limite que tu le ferais. Ce serait purement investir pour le long terme, ou juste un truc patrimonial, mais pas vraiment pour l'aspect croyance d'une nouvelle technologie, une nouvelle façon de placer ton argent, tu vois. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Mais ça se tient. De faire ça se tient aussi, mais je veux dire, ça enlève le côté, tu veux utiliser la blockchain et la décentralisation pour posséder ton argent. Enfin, pour posséder, pardon, ton argent, tes coins. Non, mais ce que tu dis en plus, c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en train de dire Bitcoin, c'est fini. D'une certaine façon, il va continuer de monter, etc. Mais c'est fini dans le sens que c'était pas la vision de Satoshi. Et c'est pour ça, je pense qu'on a eu un retour sur le privacy, Monero, ces projets-là, où on dit finalement, c'était peut-être ça, tu vois ce que je veux dire. En fait, du moment que le gouvernement s'est accaparé, c'est ça le mot ? C'est accaparé de Bitcoin, c'était un peu la fin d'une certaine vision, celle que tu décris, qui était celle qui a appelé les premiers arrivants. Tu vois, pas ceux d'après, pas la deuxième vague, mais la première vague.
c'était vraiment les gens qui croyaient à ça, qui étaient un peu anti-gouvernement et qui disaient je veux ma propre liberté financière parce que je comprends les limites de la centralisation. On l'a vécu voilà, en Grèce à une certaine époque ou plus récemment ailleurs. Je ne donnerai pas d'exemple concret, mais il y en a eu plein. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Je ne sais pas comment, honnêtement, c'est une bonne question. Comment ça va évoluer cette histoire par rapport à la sécurité? Est-ce que tout le monde va en France? Est-ce que les Français vont continuer d'agir dans l'ombre parce qu'ils auront peur de se faire agresser? Est-ce que ça va évoluer pour le mieux? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est une vraie question. Non, mais après, c'est aussi. Ça te remet les idées en place dans le sens où trop parler sur Internet de ta réussite, ça peut être un danger. C'est fou, hein. Trop montrer, même dans la vie de tous les jours, dehors, que tu te balades en Ferrari ou je ne sais pas quoi, ça peut être dangereux. Alors ça existe depuis très longtemps, des gens qui réussissent, on est bien d'accord, mais donc au final, le dicton là, vivons heureux, vivons cachés, il s'applique de plus en plus, malheureusement. Tu peux pas profiter comme tu voudrais profiter, et c'est dommage en fait. C'est les réseaux sociaux dans les dernières années qui ont vraiment amplifié ça, et comme je le disais tout à l'heure, les temps sont durs là, tu sais. C'est fou parce que vu qu'on imprime de l'argent, on a l'impression qu'on est... Et puis même objectivement, je pense que si tu regardes la technologie à laquelle on a accès gratuitement, on est plus riche que les plus riches, tu vois, de là 300 ans. Ok, ça je comprends. Puis tu as les robots qui débarquent. Elon Musk a dit il n'y a pas longtemps, ça va éradiquer la pauvreté, etc. J'attends de voir, mais pourquoi pas si on a des robots qui font tout? Bon, on va voir. C'est une vraie question. C'est aussi un épisode, peut-être un retour de dans la poche pour un épisode pour parler de ça avec Abdel, j'aimerais bien. Et avec Thomas. Mais... ce que je voulais dire, c'est que je me suis perdu. Attends. Les robots, Elon Musk. Oui, non. Les temps sont durs. Voilà, c'est ça. Les temps sont durs en fait, et je pense que. Et je suis pas en train, attention, je suis pas en train de dire que de justifier ou quoi que ce soit. J'essaie de comprendre pourquoi il y a une telle violence envers, tu vois. Mais je me dis qu'il doit y avoir des personnes où tu leur mets dans la gueule tous les jours. Parce qu'en plus, c'est clairement fake sur les réseaux, tu vois. Il y en a quelques-uns, c'est vrai, mais souvent, c'est un tout petit extrait d'un moment et tu as l'impression que le gars, il voyage toujours en première machin, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Limite, si c'est pas un studio, il se l'est payé une fois dans sa life. Ouais. Et en fait, par extrapolation, les gens pensent, ok, merde, mais tout le monde est millionnaire, what the fuck. Et on le voit à un moment donné en crypto. On se dit, moi je regardais des kids de 18 ans qui étaient là avec des chaînes YouTube de dingue. Moi j'avais 3 vues sur mes vidéos et mes machins. J'essayais de donner de la valeur, des trucs. Et tu te dis, putain, le mec est multimillionnaire à Dubaï. Est-ce que je suis un tocard en fait? Tu vois, est-ce que je perds mon temps? Est-ce que après c'est de revenir d'avoir des valeurs et tu vois, de dire, ok, je sais pourquoi je le fais. Je veux donner de la valeur. Puis même si c'est à 3 personnes, ça sera à 3 personnes. Mais. Je pense que ça a dû créer, en fait, ça a dû creuser cet écart-là, de dire, putain, mais lui, il fait plein de thunes, plein de machins, vas-y, je vais aller chercher. Et je pense pas que ça va aller en s'améliorant à ce niveau-là, mais je pense que ça sera même plus large parce que, tu vois, j'avais des clients au magasin qui se faisaient, par exemple, s'étaient fait casser leur voiture plusieurs fois parce qu'ils allaient faire des shoots. C'est des gens qui avaient une certaine réussite. Et en fait, qui se faisait. Bon, moi, j'étais content, il m'a racheté du stock à chaque fois, mais ça me faisait de la peine. Puis les assurances derrière, ils payaient et tout. Mais tu te dis pourquoi tu as été victime 3-4 fois? Bah oui, mais parce que sur Instagram, tu fais des behind the scenes, tu dis que tu es là, que tu fais tel tournage, ce qui fait partie de la game de la communication. Ouais. Mais les gens, ils te suivent. Puis aujourd'hui, avec l'IA, tu sais, tu as une photo, tu peux se dire où la personne est partie. Tu peux savoir qu'elle est en voyage, elle n'est pas chez elle, elle n'est pas machin. Donc là, on a beaucoup parlé de la crypto. Mais je pense que ça va être un vrai problème dans le futur. Et comme tu dis, c'est pas pour le mieux parce que moi qui aime bien pas être un livre ouvert pour partager tout, parce que je tiens à ma vie privée quand même, il y a des choses que je partage pas. Mais c'est le côté enseignant, moi, tu vois, j'aime bien le partage, je trouve que c'est important. Il y a des gens qui ont partagé avec moi leurs connaissances, et humblement, j'ai envie de partager les miennes. Mais c'est vrai que des fois, ça donne pas envie, en fait. T'as envie de juste fermer ta gueule, faire tes shit, et puis, tu vois, fuck off. J'y ai pensé souvent, hein. Je vous dis la vérité, j'ai tenu la chaîne parce que j'avais donné ma parole, et pour moi, quand je donne ma parole, c'est du béton, faut vraiment qu'il arrive quelque chose pour que je la tienne pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. Mais il y a des fois, je me suis dit, pourquoi je fais ça? Mais même plus d'une fois, je me suis dit, mais sérieux, je prends des risques pour rien? Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça m'apporte? Pas évident. C'est compliqué parce que tu as envie de partager ta passion, tu as envie de parler de certains sujets qui t'animent, de transmettre, comme tu l'as dit, et au final, il se peut qu'un jour, tu tombes sur un fou qui veuille te planter parce que selon lui, il croit que tu as je sais pas combien d'argent sur ton compte. C'est d'ailleurs souvent comme Asher le dit souvent, hein, il dit, vous pensez les gars que j'ai 100 millions sur mon compte courant, c'est pas le cas, c'est dans une entreprise, il peut pas les débloquer comme ça, puis, tu sais, même s'il a
On sait pas, tu vois. Mais bon, ça fait partie des défauts aussi des réseaux sociaux, de tout ça, quoi. C'est bien de pouvoir partager au monde entier, mais il y a des conséquences. Puis tu sais, avant, c'est drôle parce que le cycle précédent, les gens qui en parlaient pas, c'était en mode les impôts vont venir me chercher. Puis aujourd'hui, c'est on va débarquer chez moi avec un gun, tu sais. Ouais. C'est fou quand même. Vaut mieux payer tes impôts, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Comme non, regarde, je vais tout déclarer, protégez-moi. C'est la mafia, tu sais, tu payes pour avoir leur protection. Mais ouais. Bah écoute, moi je voulais aborder avec toi pour finir. On va vers la fin de l'épisode. Je sais pas, ça fait combien de temps? 1 heure? Oh, putain, 1 heure et demie. Là le montage. Il va falloir que tu coupes beaucoup de choses, hein. C'est vrai? Non, je coupe rien. Ah ouais. Ah non, je coupe rien, mec. Je voulais parler peut-être juste, si c'était à refaire, le classique, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais autrement? Et puis peut-être juste une petite projection sur ce qui s'en vient. Est-ce que toi, le cycle que tu as vécu, t'a donné envie, c'est un peu la même question finalement, mais de faire les choses autrement, puis comment tu te prépares pour le... Mhm. Est-ce que tu vas rester en crypto? Et comment tu te prépares pour le prochain cycle? Et voilà, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Alors ça, encore une fois, ça va être facile à dire parce que là, on a le recul nécessaire, mais je me ferai plus confiance au moment où je vois des signaux, c'est vite dit, mais il y a des moments où je regardais TradingView, je me disais, ah, bah là, ouais, ça pourrait être pas mal de sortir un petit peu à ce moment-là, tu vois, de commencer à DCA out. Et en fait, je dis, off, bah là, j'ai pas le temps, je viens plus tard. Et comme par hasard, le lendemain, boum, grosse chute. Tu dis, ah bah j'aurais peut-être dû m'écouter en fait. Donc peut-être plus suivre mon instinct. Alors, j'aurais pu me tromper plein de fois aussi, hein, pareil, mais il y a quand même pas mal de fois où je me suis dit, ah là, ça a l'air d'être un bon moment pour acheter, tiens, bah faudrait que j'achète. Puis hop, je verrai demain, ça se trouve, ça va baisser encore. Et bah là, non, boum, ça part à la hausse. Des conneries comme ça. Maintenant, la machine à voyager dans le temps n'a pas encore été inventée. J'aime beaucoup Retour vers le futur, mais ça peut être inventé. Donc, c'est comme ça. Maintenant, pour le futur, je vais continuer à faire un petit DCA pendant le temps qu'il faut. Sur Bitcoin, du coup, principalement? De plus en plus, je pense me recentrer un peu plus sur Bitcoin que ou sur des alts. Sol, Ethereum, Ethereum, Bitcoin, j'avais un peu lâché l'affaire parce que les... Grosse déception Ethereum sur ce cycle. Mais surtout que les transactions coûtaient vraiment cher à un moment donné. Alors, ça a sûrement baissé, là, je sais pas trop, mais c'était cher. Oui, ça a baissé parce que d'ailleurs, c'était un des points, et en tout cas, un des trucs qui nous a surpris, c'est que Ethereum a réussi quand même le passage de Proof of Work à Proof of Stake sans aucune interruption sur le réseau. Ouais. On sait que c'est le backbone de la finance, tu vois, de la DeFi, de la finance décentralisée. Puis on a eu un développement au niveau des L2 qui a permis de baisser les frais, qui était un des seuls problèmes qui restait sur Ethereum. Et malgré tout, il nous a fait un price action complètement... Mais là, maintenant, est-ce que ça coûte aussi cher, enfin aussi peu cher entre Solana? C'est moins cher que ce que tu as connu. Si tu regardes, après, il y a toujours une notion de gas fee, puis d'encombrement sur le réseau, etc. Ça reste plus cher que Solana. Ouais, parce que moi, ce que je préfère avec Solana, c'est que ça coûte tellement moins cher de faire Bien sûr. une transaction. Que les développeurs ont fait, Donc c'est pour ça que j'étais un peu plus sur Solana que sur Ethereum, en vrai. Mais plus me recentrer sur Bitcoin, avoir beaucoup moins de projets crypto sur le long terme, et le voir comme une réserve de valeur, comme tu dis, et d'avoir cet investissement-là. Dans ton portefeuille, tu as une allocation en Bitcoin. J'ai de l'or, t'en as? Je suis sur non, je suis sur un ETF or, pardon. Ouais, mais c'est bien. Pas de l'or physique, là. Il en a pas chez lui, c'est pas la peine d'y aller. Non, c'est ça, clairement pas, j'ai pas la place. Donc oui, avoir de l'or, mais aussi du Bitcoin, et c'est deux valeurs refuge, en fait. Donc c'est vers ça que je vais. Et est-ce que pour toi c'est un peu la même poche ou c'est séparé? Genre, est-ce que par exemple le fait que l'or ait surperformé là dans la dernière année, ça te donne envie, justement, si Bitcoin redescend, faudrait peut-être pas forcément le faire là, mais mettons demain Bitcoin est à 60 000, l'or est toujours sur un ATH, est-ce que ça te donnerait envie de prendre une partie de cette poche-là pour rééquilibrer, ou dans ta tête c'est vraiment différent l'or et le Bitcoin, malgré les comparaisons qu'on peut faire? Non, pour moi c'est assez différent quand même. Ok. Ouais, c'est à des stades différents. Alors ça fait tellement longtemps que c'est là et que tout le monde est familier avec ça, je pense, là maintenant. Bitcoin un peu moins, donc puis, mine de rien, ça reste beaucoup plus volatile que l'or. On va s'entendre que c'est clair. Ça te fait pas un moins 30% là en 24 heures ou 48 heures, tu vois. Donc non, c'est pas la même chose, mais encore une fois, dans l'aspect diversification, c'est bien d'avoir les deux. Je vais peut-être aller avoir un peu plus d'or que de Bitcoin pour l'instant, mais peut-être qu'un jour ça va s'inverser, je sais pas, tu vois. Donc je te dis vraiment en mode détachement très basique, je vais mettre régulièrement de l'argent dans la mesure où je peux épargner encore tous les mois, ce qui est une très bonne chose. Mettre un petit peu et en or et en Bitcoin, et puis voilà. Mais donc du coup la crypto, parce que tu vois, moi je m'étais toujours dit,
je vais avoir une très très grosse allocation crypto parce que c'est mon vecteur de croissance, jusqu'à arriver, on a parlé tout à l'heure d'avoir un chiffre, mais en tout cas jusqu'à arriver à un certain montant qui me permettrait de dire ok, là ça vaut plus la peine, le jeu n'en vaut plus la chandelle, je dérisque et je vais plutôt sur d'autres classes d'actifs, etc. Est-ce que toi t'es déjà est-ce que tu as un peu cette idée-là de dire aujourd'hui j'ai peut-être un peu plus de Bitcoin que j'en aurais, mais peut-être que dans 20 ans, ou est-ce que tu crois tellement au Bitcoin, ou tu crois, je sais pas trop, mais si tu dis en vrai il a quand même sa place, puis quoi qu'il arrive, même dans 40 ans, si j'ai atteint mes objectifs financiers, je garderai toujours 2, 3, 4%, j'en sais rien, 10%, je sais pas combien t'as, en Bitcoin. Oui, je pense que quoi qu'il arrive, je pense que c'est T'en un auras truc toujours. à long terme. Ouais. Parce que tu y crois et voilà. Bah, franchement, jusqu'à preuve du contraire, ça fait déjà une bonne dizaine d'années, voire plus que ça existe, peut-être 15 ans. Ouais. Bah, ça fonctionne, quoi. Mm. Donc, j'ai pas de raison de croire que Ça va ça va s'arrêter. Maintenant, c'est sûr que là, comme c'est récent, au final, il y a toute une phase de régulation, de trucs où les gouvernements s'ajustent fiscalement, il y a des impositions qui évoluent et tout ça, mais tu sais, une fois que ça va être calé, ce sera une classe d'actifs comme une autre, et si tu es dessus, depuis longtemps, tu seras peut-être plus gagnant que ceux qui vont rentrer plus tard, quoi. Donc c'est vraiment ça. Mais je te dis, hein, moi, je le vois de façon assez simple pour le futur. Parfait. Et pas. Non, si tu nous as dit un petit peu les erreurs, finalement, ce que je retiens, c'est que tu aurais voulu prendre des profits quand tu les voyais, Ouais. mais avec une règle technique, en disant par exemple quand je fais un x2, ou. Parce que sinon, c'est un peu random ce que tu me dis. Genre, je me lève, c'est vert, je vends, mais. Non, c'est pas ça. Tu vois Non, mais c'est à certains paliers, tu vois. Admettons, Solana, si ça atteignait peut-être, je sais pas moi, comme tu disais, 300 ou même un peu avant, 280. Admettons, à ce moment-là, j'aurais peut-être sorti, je sais pas moi, 30% ou 40%. Ouais. Et puis le reste, je le laisse couler. Si jamais ça continue de monter, tant mieux. Mais il y a des moments où j'ai pas fait ces moves-là, tu vois. Après aussi, il y a eu des moments où j'ai l'impression que les applications jouaient contre moi, parce que ouais, ce que tu m'as dit tout à l'heure sur un projet où je voulais sortir, le moment où je voulais le faire, la plateforme était en maintenance. Ouais. Donc, j'ai pas vraiment pu le faire, quoi. Et donc, je me suis fait avoir. J'ai pas pu sortir, en fait. Ouais. Puis il y a eu la panique du 10-10, là, du 10 Ouais, octobre. je sais, on n'en a pas parlé, ce qui mais s'est passé, mais il y a une énorme chute. Et moi, j'avais un tout petit peu d'argent que je pouvais remettre. Et il y a des ordres qui sont pas passés, quoi. Mais il y en a qui sont passés. Il y en a un qui est passé. Mais... Et il a rattrapé tout ton bull run? Non, j'avais vraiment pas beaucoup à mettre quand même. Ouais, je n'ai pas beaucoup d'argent, arrêtez. Non, c'était vraiment spécial ce truc-là. Moi, je l'ai vécu en live, j'étais sur les écrans. Et en fait, il faut savoir qu'il y a eu une capitulation plus grande que FTX et le crash Covid 2020. Ouais. Si tu mets les deux capitulations ensemble, les deux liquidations ensemble, c'est plus bas que ce qu'on a vécu le 10-10 complètement random sur un tweet de Trump. C'est fou. C'est dingue quand même. Ouais. C'est là que tu te rends compte à quel point le marché est leveragé. Puis quand je vous dis qu'il y aura toujours des opportunités, moi je suis convaincu que c'est des choses qu'on va voir de plus en plus. Le marché en fait est ultra nerveux et ultra leveragé. Je dis pas qu'on aura un truc comme on a eu en 2008. On l'aura peut-être sous une autre forme. C'est toujours ça en fait. On l'a d'une forme qu'on ne s'attend pas. Sinon tout le monde sortira avant, il n'y aurait pas de problème. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri effectivement d'avoir à nouveau des flash crash ici et là sur des trucs donnés. Mm-hmm. Donc l'importance peut-être d'avoir une part de cash qui reste disponible pour des opportunités comme ça, parce que tu peux faire des fois le coup du siècle. Hein. C'est ça, mais je pense que c'est vraiment important de garder toujours une petite poche de cash à disposition rapide, parce que quand tu vois des événements comme ça, c'était quasi en 2-3 même pas, heures, c'est terminé. Ouais. J'allais dire en 1 heure, c'était plié. Quoi, Il faut dégainer, ouais. Donc c'est ça. Écoute, okay, on verra ce que l'avenir nous réserve. Moi, de mon côté, je suis quand même assez content de mon cycle. Vraiment, avec honnêteté, il y a des déceptions, forcément. T'avais un montant en tête, j'imagine que tu ne l'as pas atteint. Non. Est-ce que tu es déçu de ça ou J'étais à x2 du montant que je voulais. T'étais à x2 ? Ouais. Attends. Non, il manquait un x2. Oui, voilà, ok. Mais c'est toujours pareil, c'est... Ok. Encore un x2, encore un x2, tu sais, comme le mime que tu avais montré. Ouais. Est-ce que je prends des profits ? Oui, mais ça pourrait encore doubler avec la grosse bulle et tout. Oui, une déception à ce niveau-là. Moi, c'est pas tant le montant, parce que comme je vous dis, c'est une game long terme pour moi, fait que oui, mais tu sais, concrètement, c'est deux. Là, non, attends, on va pas se mentir. Non, mais...
Mais pour vrai, ça changerait rien. Tu avais cet objectif-là sur ce bull run. Ouais. C'était un objectif chiffré que tu t'étais donné. C'était un peu comme une course que tu voulais faire. Tout à fait. Tu dois quand même être déçu de ne pas avoir atteint ce chiffre-là, tu vois. Ou même 50%. Je suis déçu parce que... Alors, oui et non. Je suis déçu parce qu'effectivement, je m'étais tellement préparé, je m'étais tellement mindé. Si tu veux, de mon côté, j'ai fait tout ce qui était possible. Honnêtement, et ça, c'est la beauté de la chose. Tu connais les accords Toltec, tu sais toujours faire de son mieux. Je peux pas m'en vouloir. C'est pour ça que je le vis bien, parce que honnêtement, quand je te dis que j'ai fait tout ce qui était humainement possible, de la limite de ma santé physique, je l'ai fait. Je l'ai fait, man. Ouais, mais du coup, est-ce que de ne pas avoir pris de profit à aucun moment, c'est pas une erreur? Bah, ce côté-là, si tu veux, c'est ça qui fait un peu mal de dire merde, ou même, comme je disais tout à l'heure, le rapport au temps, en fait. Moi, c'est plus ça qui me fait mal, c'est de me dire, bon, encore un cycle. Et tu sais, comme on dit, premier cycle, tu perds, tu te fais éclater les genoux. Deuxième cycle, normalement, tu fais un peu d'argent. Troisième cycle, tu te mets bien. Moi, c'était mon deuxième cycle. Donc, dans ma tête, je me disais, je vais faire un peu d'argent. Puis là, en gros, je finis flat. Ok. Donc, c'est comme si, ce qui est bien, parce que peut-être des gens nous écoutent, ils ont tout perdu, tu vois. Ouais. Donc, ce côté-là, je me dis, ok, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu, j'ai gagné de l'expérience, j'ai perdu du temps. C'est sûr que j'aurais aimé cash out au plus haut, je vais pas vous mentir. Mais concrètement, je sais pas si ma vie serait très différente. Comme je t'ai dit, je serais quand même en cours de faire ce que je suis en train de faire. Professionnellement, j'aurais peut-être acheté une maison ou un truc comme ça, tu vois. C'est peut-être ça qui aurait changé. Au lieu de rester dans l'appart que j'aime bien quand même, mais tu vois, qu'on loue pas cher. Fait qu'en vrai, je sais même, tu vois, l'argent, je l'aurais mis dans autre chose. Ça m'aurait fait plaisir. C'est une étape de vie, tu vois, que j'ai pas eu la chance de vivre encore. Ou je suis passé la chance, mais en tout cas, que je me suis pas permis de vivre. Parce que je suis plus rigoureux sur certaines choses. Mais fondamentalement, je pense pas que ma vie aurait tant changé que ça. Donc, oui, déception. Mais dans ce cas-là, quel intérêt de vouloir continuer? Parce qu'encore une fois, c'est un process. Okay. C'est un process, c'est d'arriver. Mon objectif, si tu veux, il est beaucoup plus loin que ça, en fait. Je savais que ça se plierait pas sur ce cycle-là. Sur le premier cycle, je me disais, je vais aller chercher 10 millions. C'est complètement irréaliste. C'était pour ça, j'étais pas du tout familier à tout ça. Ouais. Là, sur le deuxième cycle, au moins, j'avais un ordre de grandeur. Mais en même temps, je pense que c'est ça la grande leçon aussi, c'est de se dire, même on avait beau dire les étoiles sont alignées, etc., tout ça, tu peux t'être préparé pour la course de ta vie. Si tu as une météo de merde ce jour-là, c'est en dehors de ton contrôle. Et toi, tu vas faire du mieux de ce que tu peux. Donc ce côté-là, moi, j'étais là, j'ai fait le taf, j'ai fait les recherches, je me suis préparé. Je peux pas m'en vouloir. Après, Trump, ce qu'il a causé sur le marché, et puis c'est pas le but de me donner un responsable, je prends mes responsabilités. Mais ça a foutu un sacré boxon quand même sur le marché. Crypto, on a pris encore plus cher que les autres. C'était un peu en dehors de mon contrôle en fait. Je pense que si on avait eu un cycle, même pas forcément dingue comme on a eu en 2021, mais genre un pseudo-cycle à peu près normal, où on a un Ethereum qui fait un genre de plus haut, qui va peut-être à 6000 piastres, là je dis même pas un x2 là, ça enregistre encore. Si on avait eu, je sais pas, des trucs assez basiques, au moins un des 30 indicateurs qui flash et qui nous dit attention, peut-être dans 2-3 mois, il y aura juste un peu quelque chose, je pense que ça aurait été dingue. Ouais. Après, c'est peut-être pas fini et puis peut-être ça va repartir. Mais en même temps, justement, une des leçons du dernier cycle, c'est que j'ai pas été capable de prendre mes pertes ou d'arrêter ou de dire à un moment donné, c'est bon. Là, j'ai repoussé autant que j'ai pu. Chaque fois, c'était la blague avec Thomas, pour ceux qui le connaissent, qui est du podcast Dans la Poche, qui me disait tout le temps bon, tu m'as dit que tu sortais, bon, tu m'as dit que tu sortais. Il m'a renvoyé un message et je le remercie pour ça. Il m'a dit là, novembre, tu m'avais dit, t'es sorti ou pas? Ah, t'as raison, Thomas. Je suis sorti. Fake. Je me permettrais de re-rentrer ponctuellement si je vois une opportunité parce que comme je dis, il y a un rebond. Mais je suis plus dans la même position que j'étais il y a 3 mois où je me disais all-in, je sors pas du marché, je fais juste des petits arbitrages, je change de narrative, je change de trucs, ce que j'ai fait pendant tout le cycle. J'ai eu des petits moments où j'étais en stable, mais c'était assez peu souvent finalement. Mais après, là où je suis vraiment fier de moi, c'est que j'ai respecté mes règles. J'ai dit je touche pas au levier parce que c'est ce qui m'avait perdu sur le premier cycle. J'avais dit que je shorte pas le marché parce que pour moi c'est une forme de levier quand même. En touchant les futurs, etc. Et je vous dis, ça m'a même là, franchement, quand je vois le marché baisser, ça fait 2 semaines que je vois le marché baisser. C'était tentant de shorter. En me disant là, j'aurais peut-être fait un petit 30-40%. Ça se prenait bien. Et j'aurais pu le faire, je pense. Mais ça veut dire que j'ouvre une porte à un truc où derrière, non,
Moi, je voulais me polariser. Sur du long terme, je suis haussier. Il y a des cycles, il y a des moments où je vais être en stable, mais je voulais pas faire ça. Et je voulais pas faire de levier. Des fois, je vous dis, ça m'a tenté de faire un même, allez, même pas un x2, un petit 20, un petit 30%. Le 10-10, il s'est passé quoi? Même des gens qui avaient un levier, mais tout petit, tout faible, se sont fait sortir. Là, j'aurais tout perdu. Et là, franchement, j'aurais mal vécu mon cycle en disant, ben, j'ai rien appris. Ouais. Je suis un gros connard. Et ben là, non. Tu vois, je me dis, au moins, j'ai respecté mes règles. J'en ai ajouté des nouvelles. J'ai pas perdu d'argent. Je suis retourné flat. C'est sûr que j'aurais mieux aimé sortir avec plus d'argent en me disant, hey, au moins, j'ai sorti un petit quelque chose. Mais j'ai pris de l'expérience. Et du coup, pour finir là-dessus, je dirais comment moi je me prépare. Je pense que j'ai sous-estimé Bitcoin. Et c'est con parce qu'en fait, au final, c'est celui que je kiffe le plus. Moi, je kiffe Bitcoin en vrai. Je suis un maximaliste déguisé. Tu vois ce que je veux dire? Seulement, je raisonnais toujours en Bitcoin en fait. Je raisonnais même pas en stable. Je me disais toujours, ah, je veux un jour avoir, je sais pas, 10 Bitcoins, tu vois. Je les ai jamais eu, hein, je les ai jamais touchés. Mais j'avais envie d'eux, tu vois. Et, euh, et au final, c'est un peu le piège des fois de dire, ah bah quand, quand j'aurai de l'argent, je ferai les choses correctement. Quand, tu vois, Ouais. quand j'aurai du temps, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Si c'est vraiment ta motivation, fais-le tout de suite. Trouve le temps, commence à bien faire les choses, parce que si tu fais de l'argent, tu vois ce que je veux dire, si tu fais de l'argent en faisant mal les choses, c'est pas vrai qu'après tu vas changer. Parce que dans ton cerveau, tu vas te dire, je vais continuer de mal faire les choses. Donc je pense que c'est important à ce niveau-là de... Donc moi, c'est quelque chose que je changerais, c'est ça que je voulais dire. C'est quelque chose que je changerais, peut-être d'avoir du Bitcoin, plus de Bitcoin, tout en étant conscient qu'il y a des opportunités à un moment donné sur les altcoins et que ça te permet éventuellement de switcher. Euh, je, j'ai compris aussi, et ça je ne l'avais pas compris sur mon premier cycle, pour moi ça se jouait surtout sur le milieu, la fin du cycle. Et le début du cycle était plus lent. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé sur ce cycle-là. Au début, on a eu des dingueries, au milieu un petit peu, et à la fin, plus rien du tout. Alors ça veut pas dire, attention, je pense qu'on pourrait avoir une grosse surprise, c'est-à-dire que finalement, 2021, je dirais quasiment que Bitcoin a sous-performé par rapport aux altcoins. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tout le monde est arrivé sur le marché en se disant, t'inquiète, on va se mettre trop bien sur les altcoins. Et maintenant, là, il n'y a plus personne qui croit aux altcoins. Je te le garantis, il n'y a plus personne qui croit à ça. Donc, prochain cycle, tout le monde va se mettre en Bitcoin. Et je me dis, c'est peut-être là qu'il y aura un coup à faire sur les altcoins. Parce Ouais, que le peut-être. marché aime bien nous donner tort, tu vois. Mhm. Donc, je me garde quand même cette ouverture d'esprit en me disant, attention, je ne veux pas devenir dogmatique, etc. Mais si je résume, si je veux du Bitcoin ultimement, bah, prends-en tout de suite. Même si tu en as moins, c'est pas grave. Le endgame. Je vais, dès le début du cycle, faire très attention aux projets, aux nouvelles narratives qui s'installent, parce que c'est là qu'il y a de l'argent à faire, selon moi, et au meilleur moment du risk-reward. C'est pas maintenant. Donc là, si, je sais pas, on part en bear market, octobre 2026, comptez sur moi là pour être dans le marché et rentrer à ce moment-là, quand on aura peut-être un Bitcoin à 40, 50 000, j'en sais rien, peut-être un Solana qui va retourner à 30 dollars. Tu peux faire un x10 sur un retour en ATH. Puis si on a un vrai cycle, bah, peut-être un x20, un x30. C'est des dingueries quand tu y penses. Ouais. Et diversifier. Ça, c'est ma dernière leçon parce que, on l'a vu sur ce cycle-là, tu peux faire des très belles choses sur le marché traditionnel. On a vu je prends tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je parle de Robinhood parce que j'ai vu Dumb Money comme je disais tout à l'heure. J'ai regardé le cours de Robinhood. Donc tu te rappelles Dumb Money, hein? Ouais, bien sûr. Donc ils avaient empêché Mhm. d'acheter du GameStop. Après ça, il y avait une polémique, il y avait eu un procès et tout. J'ai dit, ah ouais, et comment ça a impacté le cours? Je suis allé voir le chart. Descendu, effectivement. Ça a été une des pires ICO, hein, ils le mettent à la fin du film. Après, on a eu 2 ans de bear market, où ça a rangé tout en bas. Et aujourd'hui, on est sur un plus haut historique. Le projet, et je regardais graphiquement, je disais, bon, en fonction des bougies que je regarde, ça enregistre toujours, on arrête bientôt. Je regardais les bougies que habituellement j'aurais pris signal dessus. Même en weekly, hein, un truc tranquille, hein, tu rentres pas dans les heures là. x10. Donc le x10 que tu essaies de faire sur tes altcoins depuis fucking 6 mois, Mhm. tu le faisais pépère en 6 mois, tranquillou, juste en achetant une action. Alors après, encore une fois, c'est facile à dire après, mais Ouais, bien sûr. on a eu ça, on a eu Nvidia, on a eu Coinbase, en fait, il y avait plein de paris, même l'or. L'or, je l'ai vu monter, je l'ai regardé, et je disais, ouais, mais c'est l'or, il va faire 20%, moi je ferais mieux sur mes altcoins. Frère, j'aurais acheté de l'or, mais j'aurais été trop bien en ce moment. Donc,
Ça, c'est une leçon que j'ai prise sur ce cycle-là. C'est arrête de te dire il n'y a que les altcoins dans la vie. Je pense que c'est important de rester ouvert aux opportunités du marché. L'argent circule. Il y a un moment où ça sera les altcoins. Mais quand c'est manifeste que c'est pas dans les altcoins, te bloque pas avec ça. Et je suis resté par confort parce que je suis habitué dans mes exchanges. Je voulais pas trop cash out ma crypto. Je voulais rester un peu dans cet écosystème, etc. Et ça a été, à mon avis, une des plus grosses erreurs que j'ai fait sur ce cycle. Parce que si j'avais fait ne serait-ce qu'un moitié-moitié, et je serais allé jouer un petit peu dans les actions, il y avait des folies à faire sur ce cycle-là. Et c'est pas fini, encore une fois, il y aura plein d'autres opportunités. Donc ça va être un truc différent. Et puis je vais utiliser les enveloppes fiscales qui sont à notre disposition au Canada, parce qu'aujourd'hui, grâce aux ETF, ça veut dire que 100% de la performance, je pourrais la garder pour moi, notamment en investissant dans un CELI ou même dans un REER en disant je reporte pour plus tard mes impôts. C'est super intéressant, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire du tout avant. Donc ça va être une petite optimisation que je vais mettre en place pour le prochain cycle. On va faire un point au prochain gros cycle crypto, du coup. Voilà, et ben ouais, sur le futur de la chaîne, du coup, comme je disais, c'est le dernier épisode. C'est vrai en plus. J'avais 500 abonnés quand même, je suis assez fier. J'en ai perdu deux. Merci aux 500. Il y en a 2 qui sont partis, donc je suis à 498. Donc s'il y en a 2 qui nous écoutent, qui veulent s'ajouter pour que je revienne à 500, juste pour mon ego. Mais non, tu as raison, effectivement, c'est le moment des remerciements. Je voudrais te remercier toi déjà, Flo, parce que tu m'as accompagné souvent sur cette chaîne, techniquement, de ta personne, dans mes délires, le défi du 2NX Challenge dont tu avais eu l'idée et qui a été génial. J'ai adoré cette expérience, à refaire même entre nous si on le documente pas, j'ai trouvé ça cool. Et merci, vous êtes 3-4, vous savez qui vous êtes, à avoir regardé toutes les vidéos, à avoir mis des likes, à laisser des commentaires à chaque fois. Franchement, ça me touche. Comme je vous dis, je n'ai jamais pris ça pour acquis. Et vraiment, comme j'ai dit, si je l'ai fait, même qu'il y a 2-3 personnes qui ont vu de la valeur, au final, j'ai pas perdu mon temps. J'ai peut-être pas eu le succès que j'aurais aimé avoir, mais c'est pas grave, la vie continue. C'est un chemin. Et j'ai appris plein de choses, c'est un chemin. J'ai appris énormément avec vous aussi. Donc franchement, un gros merci. La chaîne, je sais pas trop. Je suis un peu dans un dilemme parce que je peux le dire maintenant, mais je viens d'avoir mon permis pour devenir conseiller en sécurité financière. Et forcément, ça veut dire nouveau métier, nouvelles responsabilités, et notamment vis-à-vis de la régulation. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas de toute façon faire n'importe quoi. Et autant vous avez connu un Julien qui était un peu crazy, all-in crypto, etc. Je peux vous dire que dans la dernière année, j'ai énormément changé ma vision sur les choses. On en parlait tout à l'heure en off. Et c'est pour le mieux. Et je veux être exemplaire maintenant sur ce que je fais parce que je ne pourrais pas conseiller mes clients si au fond de moi je sais que je fais autre chose. Donc par rapport à ça, en même temps, donc, je termine ma phrase, par rapport à ça, je ferai les choses différemment. Maintenant, la crypto, ça va toujours rester une passion. J'aurais pas le droit d'en parler en revanche parce que ça me mettrait dans une situation de conflit d'intérêts. Donc si la chaîne continue, ça sera du contenu différent, ça touchera toujours à la finance bien sûr, vous l'avez compris, mais ça sera peut-être plus sur des bonnes pratiques, de l'épargne, un petit peu comme on avait pensé faire un jour un podcast où on en parlerait. Après, je sais que tu es fed up avec tout ce qui touche à la finance, tu m'as dit à un moment donné je peux plus consommer ce contenu, donc je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse encore, mais si la chaîne continue, ça sera peut-être plus sous cet angle-là, ou sinon je prendrai un pseudo et vous me retrouverez sur Twitter, mais vous me retrouverez pas parce que vous saurez pas que c'est moi. Voilà, mais je pourrais toujours vous dire que tel compte c'est peut-être le Julien, je reconnais son style. Beaucoup de mystère. Voilà, mais sinon voilà, merci encore, merci Flo, merci à tout le monde. Je pense qu'il est temps de clôturer l'épisode après. Je regarde où, dis-moi pas 2 heures. C'est 1h49. Ah bah ça va, on est large. Tranquille. Tranquille Bill, j'espère que ça enregistre encore. Ouais. Maintenant il faut faire le montage. Et à la prochaine, bonne fin de cycle. Salut Julien. Soyez prudents sur les marchés. Je vous souhaite que le cycle soit pas fini. À bientôt. Salut tout le monde.